Alors, on va commencer. Je vous dis bonjour et souhaite la bienvenue à ce webinaire du CAPRES et du Centre collégial de soutien à l'intégration de l'Ouest, le CCSI. Faciliter la persévérance et la réussite d'étudiants et d'étudiantes avec un trouble du spectre de l'autisme, TSA, en enseignement supérieur, stratégies, outils et pistes d'intervention. Je suis Karine Vieux-Fort, la coordonnatrice du CAPRES, qui est le consortium d'animation sur la persévérance et la réussite en enseignement supérieur. Créé en 2002, le CAPRES agit au regard des questions d'accessibilité, de persévérance et de réussite en enseignement supérieur, c'est-à-dire au collégial et à l'université. Avant de commencer, voici quelques informations techniques. Comme nous sommes en mode webinaire, il est normal que votre micro et caméra soient désactivés. Nous vous invitons donc à utiliser l'outil QR qui se trouve au bas de votre fenêtre Zoom pour poser vos questions aux panélistes tout au long de ce webinaire. Sachez que le webinaire sera enregistré. L'enregistrement sera rendu disponible, tout comme les documents de présentation sur le site du CAPRES. En temps venu, vous recevrez un courriel pour vous en aviser. Avant de vous présenter les deux animatrices du webinaire, je vous mentionne que les présentations se succéderont et qu'une période de questions suivra à la toute fin. Je vous invite tout au long du webinaire à poser vos questions dans l'outil Q&R. Je vous présente maintenant les deux animatrices de ce webinaire. D'abord, Sonia Arsenault a complété un baccalauréat en information scolaire et professionnelle et a par la suite poursuivi une formation de troisième cycle en carriérologie. Elle possède plus de 18 années d'expérience en matière d'intégration des personnes en situation de handicap. D'abord à titre de conseillère en emploi auprès d'une clientèle ayant des limitations physiques ou sensorielles. Elle y a aussi accompagné de nombreuses entreprises en ce qui concerne leur évaluation du rendement, du développement des plans stratégiques d'intégration et d'adaptation de postes de travail. Plus tard, elle a occupé la fonction de responsable des ressources humaines dans une entreprise adaptée où elle y a fait l'embauche et le suivi d'employés dont la situation de handicap ne leur permettait pas d'occuper un emploi sur le marché du travail régulier. Depuis novembre 2016, elle occupe le poste de conseillère pédagogique au CCSI de l'Ouest où elle y offre un service conseil aux équipes des services adaptés des collèges de l'Ouest, notamment au niveau des technologies adaptatives. Bonjour et bienvenue, Sonia. Bonjour. Titulaire d'une maîtrise en psychopédagogie et d'un baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire, Isabelle Darvaux a travaillé près de 20 ans comme enseignante, orthopédagogue et conseillère pédagogique en adaptation scolaire ou préscolaire, au primaire et au secondaire. Elle poursuit dorénavant sa passion au collégial à titre de conseillère pédagogique au service conseil du Centre collégial de soutien à l'intégration de l'Ouest. Le CCSI de l'Ouest offre divers services aux établissements d'enseignement collégial publics et privés subventionnés, notamment au personnel des services adaptés et pour tout ce qui a trait aux étudiants en situation de handicap. Bonjour Isabelle. Bonjour tout le monde. Alors, je laisse la parole à Isabelle et Sonia pour la suite de ce webinaire et je reprendrai la parole à la toute fin pour le mot de clôture et je souhaite à tous et à toutes un excellent webinaire. Merci beaucoup, Karine. Moi, je suis l'heureuse élue qui va avoir le bonheur de présenter nos panélistes d'aujourd'hui. Donc, je vais y aller dans l'ordre. Tout d'abord avec Madame Stéphanie Fecteau, qui est professeure au département de psychoéducation et de psychologie à l'Université du Québec en Outaouais. Elle est aussi chercheuse régulière de l'Institut universitaire en déficience intellectuelle et en TSA. Ses projets de recherche visent à mieux comprendre le vécu des adolescents présentant un trouble du spectre de l'autisme et leurs parents. La validation d'interventions novatrices en prévention de stress chronique est au cœur de ses intérêts de recherche. Elle se penche également sur l'identification des besoins des adolescents et des jeunes adultes présentant un TSA en matière d'inclusion sociale et de développement psychosexuel. Bienvenue, Madame Fecteau. Ensuite, nous avons Madame Émilie Robert, qui elle est conseillère d'orientation. Elle travaille depuis 2011 auprès d'étudiants en situation de handicap au Collège Montmorency, tout particulièrement avec les jeunes ayant un trouble du spectre de l'autisme. Son livre « Les personnes autistes et le choix professionnel » lui a valu le prix professionnel 2016 de l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec. Plus récemment, elle a publié la trousse « Ma carrière en images », un outil visuel pour faciliter l'intervention en orientation scolaire et professionnelle et en emploi. Bienvenue, Madame Robert. Ensuite, nous avons Mme Karine Lalonde, qui est éducatrice depuis plus de 20 ans. Son parcours professionnel l'a menée à évoluer dans les centres jeunesse de la Montérégie, en classe spécialisée, au collégial et comme chargée de cours.
Elle a développé un bagage d'intervenante auprès de clientèles diversifiées, particulièrement pour le soutien à l'apprentissage et pour l'intégration et l'adaptation en milieu collégial. Depuis 2014, elle travaille au Cégep Édouard-Montpetit, où elle contribue principalement à l'intégration et à l'adaptation des étudiants TSA. En 2017, elle a développé et mis sur pied un atelier spécialement conçu pour faciliter le passage au collégial chez les étudiants TSA en collaboration avec le CISSS Montérégie-Ouest. Ensuite, nous avons avec nous Madame, bonjour, Madame Lalonde. Maintenant, nous avons avec nous aussi Madame Marie-Pierre Saint-Jean, qui est détentrice d'un baccalauréat en psychoéducation et qui travaille au CI3S Montérégie-Ouest depuis 15 ans auprès d'une clientèle TSA, ados et adultes. Elle anime également des groupes d'habileté sociale, d'éducation socio-sexuelle pour les jeunes de 12 à 17 ans et des ateliers de sensibilisation dédiés aux parents. Elle participe à la mise sur pied d'un projet d'intégration au Cégep pour les personnes présentant un TSA avec un mandat divisé en 2 parties. Le premier, qui est la sensibilisation aux troubles du spectre de l'autisme auprès du personnel des centres de services adaptés, et dans un deuxième temps, l'animation de l'atelier pour les étudiants présentant un TSA. Elle collabore avec le Cégep Édouard-Montpetit depuis 2017. En 2019, Marie-Pierre s'est jointe à un sous-comité qui vise à améliorer la transition aux études post-secondaires. Marie-Pierre, bonjour. Il nous reste à vous présenter mademoiselle Catherine Desjardins, qui n'est pas physiquement avec nous, mais vous la verrez en image un peu plus tard. Catherine a 19 ans et elle poursuit actuellement sa 6e session en technique d'intégration multimédia au Cégep Édouard-Montpetit. Elle a participé aux vidéos de présentation des services adaptés du Cégep Édouard-Montpetit et à l'atelier d'intégration des étudiants TSA au collégial dans le cadre du projet qui vous sera présenté aujourd'hui. Elle se passionne pour le dessin, le montage vidéo, la musique et les vidéos. Elle souhaite ses souhaits pour l'avenir sont de pouvoir avoir une carrière dans un de ses champs d'intérêt et d'éduquer les autres à propos de l'autisme chez les femmes. Donc, sans plus tarder, on va commencer le webinaire avec Mme Nathalie Fecteau. Stéphanie Fecteau, je m'excuse. Alors, je vous cède la parole et je vous laisse partager votre écran pour débuter votre présentation. Merci. Donc, et voici. Et voilà. Donc, bonjour. Alors, ma partie va on va commencer par présenter l'autisme afin que tout le monde ait les mêmes connaissances de base dès le départ, puis comme ça, ça va mieux introduire les différentes présentations d'aujourd'hui. Ensuite, je vais vous proposer un concept d'intervention, essayer de vous convaincre de mon concept d'intervention pour introduire le stress, qui est mon intérêt principal, les stratégies d'adaptation et différentes stratégies que vous pourriez implanter dans le cadre de votre pratique. Donc, en premier lieu, le trouble du spectre de l'autisme est un diagnostic qui se base sur des observations. Donc, il n'y a pas de test génétique ou de test médical qui confirme que la personne a oui ou non un trouble du spectre de l'autisme, mais c'est plutôt des observations sur la base de 2 sphères. Donc, au niveau des communications et des interactions sociales, on peut observer qu'il y a une difficulté au niveau de la réciprocité sociale et émotionnelle, qu'il y a une incapacité à interagir, d'initier des interactions sociales adéquates et attendues selon les normes sociales. Puis, il y a aussi une anomalie dans les contacts visuels avec une incohérence, le contact visuel, puis le non-verbal, les émotions, puis le contexte. C'est quelques exemples qu'on retrouve d'observation dans cette sphère-là. La seconde sphère, c'est les comportements, les intérêts, les activités restreints, répétitifs et stéréotypés. Donc, cette sphère, on peut observer qu'il y a une intolérance au changement, des adhésions inflexibles à des routines. Par exemple, la personne a besoin de prendre souvent le même itinéraire pour se sentir bien, en sécurité, de manger la même chose au même matin. Là, vous allez me dire qu'on mange tout le temps les mêmes céréales ou les mêmes toasts, mais c'est au-delà de ça. Donc, il faut que toutes ces observations-là doivent causer
des obstacles ou une entrave au fonctionnement quotidien. Donc, ce n'est pas juste des petites particularités ici et là qui font que qui nous définit notre différence, mais ces différences-là doivent avoir imposé des limites au fonctionnement de la personne, donc à son bien-être et à son intégration sociale. Excusez-moi. Et à ce, au comportement intérêt stéréotypé, nouvellement, depuis 2013, on a rajouté aussi la présence d'un hypo ou une hypersensibilité sensorielle. Donc, la personne peut rechercher ou éviter des stimuli sensoriels, des stimuli liés de l'environnement, qui peuvent être envahissantes ou très, très dérangeantes. Et justement, depuis 2013 aussi, on ne parle plus d'autisme, trouble avancé du développement non spécifié ou syndrome d'Asperger. Le tout, cette diversité du spectre est maintenant inclus dans le trouble du spectre de l'autisme et on parle de cette diversité-là en fonction du niveau de soutien. Donc, la personne qui pose le diagnostic doit préciser le niveau de soutien nécessaire à la personne pour bien fonctionner de 1 à 3. Donc, 1 étant le niveau de soutien le plus faible et 3 le plus important. Ce qui est important à comprendre aussi, c'est que lorsqu'une personne présente un trouble du spectre de l'autisme, il y a une probabilité de 70% de cette population-là qui présente un autre trouble. Les plus importants, c'est le TDAH et puis le trouble anxieux. Et aussi le trouble de l'humeur, donc la dépression. Et 40% de cette population en présente 2 de plus que le TSA. Donc, on doit envisager qu'il y a une complexité de problématiques que la personne autiste peut rencontrer. Les données récentes canadiennes démontrent qu'une personne sur 66, donc entre 1 et 2% de la population d'enfants, donc de 5 à 17 ans, qui présente un trouble du spectre de l'autisme. Ce qui fait en sorte que c'est le diagnostic qui rencontre la croissance la plus importante depuis les années 2000 dans les milieux scolaires. Donc, cette augmentation de 24% à chaque année. Alors, ces données-là, c'est dans un milieu scolaire, donc primaire, secondaire, mais vous savez très bien que ces enfants-là grandissent et puis ils vont accéder à des niveaux d'études supérieures. Et donc, là aussi, on peut envisager que dans les études postsecondaires, il y a aussi une augmentation importante qui est observée. Actuellement, la philosophie d'approche d'intervention, c'est qu'on intervient sur chacun des comportements que je vous ai présentés plus tôt, sur chacun des déficits. Ce que je propose, c'est que, puis c'est sur la base de la littérature, c'est qu'on cible plutôt un déclencheur de plusieurs difficultés et non chacune des difficultés. Et ce que je propose, c'est qu'un de ces déclencheurs soit le stress. Donc, si on fait l'acquisition de saines stratégies d'adaptation au stress, ça pourrait réduire des obstacles à la participation sociale et augmenter ou faciliter la personne à travailler d'autres stratégies pour mieux s'intégrer, mieux être inclus dans la société. Donc, si on cible un processus qui est partagé par un large éventail de symptômes dans l'expression du TSA, on risque d'aider ou de soutenir la personne d'une manière plus générale et dans plusieurs sphères de sa vie. Donc, c'est ce que je propose. L'approche s'appelle l'approche transdiagnostique. Et comme je disais, le stress serait cette porte d'entrée. Donc, une courte définition du stress, parce qu'elle peut être quand même un peu galvaudée. Il y a plusieurs définitions qui sont offertes, puis certaines sont mélangées avec l'anxiété. Donc, par souci de transparence, la définition que je vous propose aujourd'hui, c'est que le stress est une réaction de l'organisme à un événement. Okay? Donc, c'est une réaction de notre corps. Ça, c'est le stress. L'événement, c'est le stresseur. Ça distingue de l'anxiété. L'anxiété est plutôt un sentiment d'appréhension ou d'inquiétude qui est caractérisé par des réponses comportementales, physiologiques, verbales, cognitives, émotionnelles à une menace potentielle. Donc, le stress, la menace est là, est live. L'anxiété, la menace est anticipée et plus loin, elle peut être
dans 3 heures, demain, la semaine prochaine, dans 1 an, ça, c'est de l'anxiété parce que la menace n'est pas réellement là. Alors, sachant ça, le stress, comment c'est déclenché? C'est une évaluation cognitive qu'on fait en fonction de les demandes de l'environnement qui nous ont été posées et puis nos ressources qu'on possède et qu'on connaît et qu'on maîtrise, et puis pour surmonter cette demande, donc pour répondre à cette demande-là. Donc, en fonction de notre évaluation-là, notre système va réagir en déployant des hormones pour nous permettre de soit faire 2 choses, de combattre ou de fuir la situation qui nous provoque un stress. Donc, dans les 2 cas, on a besoin d'énergie pour surmonter cette situation-là. Et vous comprendrez que de nos jours, on peut difficilement combattre ou fuir les facteurs de stress qu'on vit, parce que souvent, les facteurs de stress sont dans un contexte relationnel. Donc, tu ne peux pas nécessairement combattre un formulaire ou un examen ou tu as manqué l'autobus, ou etc. Donc, on est pris avec une surcharge d'énergie qui, des fois, peut être mal véhiculée ou mal sortie. Puis c'est là qu'on rencontre des difficultés avec la gestion de stress. Donc, notre perception de ce qui est une situation stressante, la littérature à ce moment est concorde pour dire qu'il y a 4 ingrédients qui font qu'une situation, on l'aperçoit comme étant menaçante et qui va enclencher une réaction de stress chez nous. Ces 4 ingrédients sont, on perçoit que la situation est hors de notre contrôle. Donc, on a un faible sentiment de contrôle sur la situation. Elle menace notre intégrité personnelle, notre valeur personnelle. Elle est imprévisible, elle est nouvelle. Pensez à la pandémie, puis je pense qu'elle coche tous ces ingrédients-là. Donc, vous comprendrez que plus qu'une situation a d'ingrédients de stress, donc plus de caractéristiques de stress, plus que notre corps va réagir, car la menace elle sera très importante à notre intégrité. Donc, c'est ça. Et une même situation peut être perçue différemment en fonction de la personne, à cause, justement, de l'évaluation des compétences de la personne. Alors, le problème, donc, c'est ça. Notre corps réagit avec des hormones. Je vous parlais de l'hormone cortisol. Il y a aussi l'adrénaline. Donc, l'adrénaline, c'est l'énergie immédiate pour te permettre de réagir. Et le cortisol, elle est déployée sur un rythme régulier dans votre journée. Donc, ici, dans la figure on va dire de gauche, j'espère que c'est à votre gauche, il y a un rythme régulier. Vous constaterez qu'entre 6h et 9h le matin, c'est là que le plus gros pic de cortisol, c'est votre café naturel. Puis au courant de la journée, surtout vers 3-4 heures, il y a un déclin significatif. C'est souvent là qu'on est moins en train à travailler, on est moins attentif. Et justement, il y a le cortisol qui diminue pour être à son plus bas lorsqu'il est le temps d'aller au lit. À l'intérieur de ce rythme circadien, donc ce rythme quotidien, il peut y avoir des pics de cortisol, comme vous voyez dans le graphique de droite. Ces petits pics-là, ça prend de 8 à 10 minutes à monter au cerveau et être présent dans l'organisme. Donc, le cortisol remonte au cerveau et puis il va avoir un intérêt pour des zones de mémoire et des émotions pour nous dire au cerveau, OK, souviens-toi de cette situation-là, c'est une menace à notre intégrité, à nous-mêmes, à notre organisme, il faut se rappeler qu'on doit réagir de telle manière dans cette situation-là. Donc, c'est super bien fait, le corps. Mais le problème, c'est quand ces pics-là arrivent trop souvent, soit dans votre journée, ou soit dans votre semaine, ou dans votre mois, comme la pandémie, on est en présence de stress chronique. Et puis là, on est en présence d'un épuisement potentiel du système parce qu'il est tout le temps en train de se défendre face à des choses qu'on n'a pas vraiment les capacités à lesquelles se défendre. Donc, le stress chronique est très néfaste pour le corps parce que là, ça va modifier la manière qu'on interprète une situation. Alors, soit qu'il y a 2 possibilités. Soit que tout devient menaçant, puis là, on est face à justement un trouble anxieux, ou soit que plus rien n'est menaçant parce que le système est épuisé, alors c'est le burn-out. Donc, il faut éviter de tomber dans un pattern de stress chronique pour éviter ces désordres physiologiques-là qui ont des impacts aussi sur d'autres systèmes physiologiques comme le diabète, les infections. Donc, tout ça, c'est un équilibre très précaire qu'on doit garder.
Ici, je vais juste garder votre attention sur le graphique de stress aigu. C'est un graphique tiré d'une étude de 2010 qui comparait des enfants autistes à des enfants non autistes dans 2 contextes. Un contexte, donc le contexte avec de gauche, c'est un terrain de jeu, donc bien banal, bien un terrain de jeu que n'importe quel enfant peut rencontrer dans son quartier. Puis avec un enfant qui était là, qui était complice avec nous, avec les chercheurs, puis qui allait solliciter l'enfant autiste et les enfants non autistes à jouer à tour de rôle. Lorsque l'enfant autiste était sollicité, on voit une réaction de stress à cette sollicitation-là. Donc ici, le S2. De l'autre côté, c'est une situation dans laquelle on induit une évaluation sociale, donc on induit un stress reconnu que le système réagit à ça. Les enfants autistes, aucune réaction face à cette évaluation sociale-là, mais la réaction attendue chez les enfants non autistes. Donc, retenez ça. Que les réactions de stress sont très différentes des enfants non autistes à autistes. Et puis, ce qu'on constate, c'est que ces réactions-là sont aussi présentes maintenant chez des adolescents. Ça a été confirmé que les adolescents autistes ne réagissent pas à la situation d'évaluation sociale comme les adolescents autistes. Il y a aussi proposé que les adultes de 18 à 55 ans, donc récemment une étude en 2017, que ces adultes-là disaient rencontrer plus de situations de stress que les adultes non autistes. Puis leur stratégie pour s'adapter à ces situations-là, c'est soit de référer à des comportements stéréotypés. Comportements stéréotypés, ça peut être du flapping, ça peut être du rocking, il y a plusieurs comportements, différents spectres. Et puis, l'isolement social. Donc, vous comprendrez que c'est 2 stratégies qui sont peut-être efficaces, parce qu'effectivement, les hormones de stress diminuaient chez ces personnes-là, mais pas très adaptées. Il y a aussi des stratégies d'adaptation qu'on a, 2 catégories. Donc, les stratégies centrées sur les émotions et les stratégies centrées sur le problème. Ces stratégies centrées sur les émotions, c'est souvent efficace à court terme, mais pas à long terme, parce que c'est, par exemple, l'évitement, l'auto-accusation, la réévaluation positive, genre « ça va bien aller ». Donc, c'est efficace sur le court terme, ça l'a aidé. Mais après quelques mois de dire « ça va bien aller », on l'a un peu dans la gorge. Alors, c'est plus efficace. Il faut aller à des stratégies centrées sur le problème. Ça, c'est des résolutions de problèmes, c'est de décortiquer, par exemple, la situation. Et c'est là que je vous propose des stratégies d'agir sur les ingrédients, les 4 ingrédients que je vous nommais plus tôt, de c'est quoi une stratégie de stress. Donc, avec la personne, on peut l'accompagner à déconstruire la source de son stress et d'agir sur chacun de ces ingrédients-là. Donc, on peut l'amener, si c'est un événement nouveau, de prévoir comment que c'est, mettons, d'aller voir l'environnement en premier lieu, donc l'école, par exemple, si c'est une belle école, d'avoir des stratégies visuelles, comme Émilie va vous présenter, pour faire en sorte que la personne a une perception de meilleur contrôle sur son environnement, que ce soit plus prévisible et moins nouveau. Évidemment, et libérer le trop-plein d'énergie en faisant de l'exercice physique. Il est important que chacune des stratégies mises en place avec la personne soit adaptée à sa perception de la situation. Donc, c'est important de savoir comment elle perçoit son événement stressant. Actuellement, et en soutien avec mon approche basée sur l'approche transdiagnostique, ici, on a adapté un programme Déstress et Progress de Sonia Lupien pour les adolescents autistes. Et ce qu'on voit à date, c'est que sans même intervenir sur les émotions, donc on intervient juste sur le stress puis comment agir sur chacun des ingrédients, l'enfant reconnaît mieux des émotions de colère et de joie notamment. Donc, sans même intervenir sur les émotions, il y a une amélioration à ce niveau-là. Il y a une amélioration au niveau aussi de la dépression et puis des comportements de retrait. Alors, je crois que l'approche transdiagnostique, donc en intervenant sur un déclencheur commun, est une bonne stratégie pour soutenir des personnes dans plusieurs sphères. Alors, c'est ce qui conclut ma présentation. J'ai hâte d'échanger avec vous lors des discussions. Merci. Merci beaucoup, Mme Fecteau. C'est un très bon départ pour notre webinaire. Donc, je vais inviter Mme Robert à partager son écran. Voilà, pour qu'elle puisse débuter sa rencontre. Je vous laisse la parole, Mme Robert. Merci. Alors, quelques petits instants pour démarrer la présentation.
Je vais juste démarrer du début. Tout d'abord, en fait, merci au CCSI et au CAPRES de m'avoir invité. Puis ça fait un grand plaisir d'être avec vous tous et toutes ce matin. Alors moi, je vais vous parler de stratégie visuelle pour faciliter la transition des étudiants autistes. Je parle de faciliter la transition des étudiants autistes, mais je parle aussi, dans le fond, de faciliter toute intervention en relation d'aide, si on peut dire, dans un contexte collégial, d'où sont issues mes expériences et ma pratique. Et puis, je commence ma présentation avec cette image-là. Puis, on entend souvent l'expression « une image vaut 1000 mots ». C'est une expression qui est valable, en fait, pour toute personne. Tout plein d'informations sont véhiculées dans une image et on les reçoit, là, qu'on soit neurotypique ou neuroatypique ou malentendant ou très bien entendant, peu importe nos caractéristiques neurologiques, on reçoit beaucoup d'informations. Si on avait été dans un contexte rêvé de pas pandémie, admettons qu'on était dans une salle de conférence, je me serais permis d'interpeller l'audience puis de faire lever les mains à me dire qu'est-ce que vous recevez comme information lorsque vous voyez cette image-là. C'est pas possible en ce moment, mais disons que si je me mets là à votre place, bien, on pourrait dire qu'il y a plein de choses qui se communiquent dans cette image-là. Hein. On voit un jeune qui est stressé, il y a des livres, donc il est peut-être en train de se préparer un examen, mais d'autres qui ont d'autres vécus pourraient voir d'autres choses dans cette image-là. Néanmoins, il y a beaucoup de choses qui sont communiquées, ça aurait été beaucoup plus long à écrire que la simple image qu'il y a là. Donc, juste pour vous situer, moi, je travaille au Collège Montmorency avec des étudiants en situation de handicap. Je travaille donc avec des étudiants qui ont toutes sortes de, on pourrait dire, de particularités, de défis, de besoins particuliers et de diagnostics. Cependant, moi, je m'intéresse beaucoup à l'intervention auprès de jeunes autistes. Comme ça a été dit dans ma présentation, j'ai publié un livre sur le sujet. Donc, c'est vraiment à partir de mon contact avec les jeunes autistes que j'ai élaboré, dans le fond, les stratégies, le propos que je vous parle aujourd'hui. Sachez toutefois que si dans la salle, parmi vous, vous travaillez aussi avec des étudiants qui ont d'autres types de besoins, limitation auditive, dysphasie, TDAH, troubles anxieux, limitation fonctionnelle et troubles d'apprentissage, sachez que ce que je vous décris aujourd'hui peut tout être utile avec ces étudiants-là. Donc, après plusieurs années à intervenir en counseling d'orientation auprès d'étudiants autistes au collégial, j'ai remarqué qu'une rencontre de relation d'aide avec ou sans soutien visuel avait une très différente teneur. Et puis, que lorsqu'on a peu ou pas de soutien visuel et qu'on rencontre une personne autiste, j'ai observé que, tout d'abord, il peut y avoir de la difficulté à comprendre le sens des mots. Nous-mêmes, les mots ont plusieurs sens, puis on y est éprouvé lorsqu'on apprend une langue seconde. Et puis, normalement, pour la majorité des personnes non autistes, c'est avec le contexte qu'on va réussir à cibler quel sens ce mot a là. Par exemple, un jeune non-autiste qui me rencontre pour son choix professionnel et que je lui demande qu'est-ce qu'il aime, il va probablement déduire que je veux savoir ce qu'il aime au regard des études ou du monde du travail. Donc, il va sûrement me répondre dans ce sens-là, bien que si ma question est simplement « qu'aimes-tu faire en général », c'est une question qui est très large. La personne autiste, sans soutien visuel plus spécifique, peut vraiment prendre plusieurs secondes à essayer de décortiquer aimer, amour romantique, amour, qu'est-ce qu'on veut dire par aimer? Il y a plein de sens au mot aimer. Ensuite de ça, c'est sûr que sans soutien visuel, le traitement de l'information peut être plus lent, particulièrement avec les personnes autistes qui sont moins à l'aise avec la parole, avec le langage. Donc, un traitement d'information plus lent parce qu'il n'y a aucun soutien donc plus concret pour pouvoir intégrer l'information et puis ensuite essayer de trouver la réponse à la question qui est posée. Je parlais de sens des mots. Il y a aussi l'anxiété qui est provoquée par l'ambiguïté du message. Les jeunes autistes que je côtoie au collégial, ils ont 17, 18, 19 et voire beaucoup plus souvent. Et puis, ils sont habitués
d'être dans un contexte où ils savent qu'ils ne comprennent pas. Ils sentent que quelque chose leur échappe et ils peuvent vivre, et puis Mme Tecto le nommait très bien, vivre de l'anxiété à force d'avoir vécu des expériences où ils étaient fautifs sans savoir trop pourquoi, mais ils se mettent à anticiper. Okay, elle me pose une question, je ne comprends pas qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle veut, je veux être bon, mais je ne comprends pas. D'un coup, encore une fois, je ne me fais pas comprendre. Donc, toute cette anxiété-là peut vraiment créer des billets dans la rencontre, dans la relation d'aide. Difficulté à se souvenir du contenu. Ben, c'est sûr que ça arrive souvent là, que je rencontre des étudiants puis je leur demande comment ça s'est passé ta rencontre, par exemple, avec ton enseignant. Je ne m'en souviens plus. Donc, s'il n'y a pas assez de soutien visuel, difficulté à se souvenir. Et puis, ben, ça affecte l'estime de soi. Encore une fois, comme je disais, moi, je ne ferai pas acquis que les étudiants qui veulent faire un choix plus éclairé quand ils me rencontrent, ben, ils veulent être un bon. Et ça m'arrive d'avoir des étudiants qui me disent désolé, je ne suis pas à la hauteur. Donc, ils veulent être des bons étudiants dans les salles de classe, ils veulent être des bons étudiants pour leurs professeurs, ils veulent être des bons étudiants avec les intervenants. Et puis, ça affecte leur estime de soi de sentir qu'encore une fois, ils sont derrière tout le monde. Alors qu'avec du soutien visuel, dans le fond, c'est le corollaire, hein, j'ai mis ça en noir et blanc, puis ensuite en couleur. Le corollaire de ça, c'est qu'un soutien visuel clarifie le sens des mots. Ça évite les malentendus. C'est encore plus vrai avec les personnes allophones qui ne sont pas dans le sujet de la discussion de ce matin. Ce ne sont pas des personnes en situation de handicap, mais si vous intervenez avec des personnes dont le français n'est pas la langue maternelle, ces stratégies-là sont tout autant valables. Ça accélère le traitement de l'information. Les images étant plus concrètes, plus faciles à comprendre pour la personne moins à l'aise avec le langage. Ça réduit donc l'anxiété. Ça l'aide à structurer la démarche d'orientation. Et là, je m'adresse plus spécifiquement aux conseillers d'orientation qui nous écoutent. Donc, non seulement rencontrer une personne étrangère peut être anxiogène pour un jeune autiste, son choix professionnel est anxiogène, bien comprendre ce qui se passe dans la rencontre est anxiogène. Donc, on a toutes ces sources d'anxiété qui peuvent causer du bruit dans nos interventions avec un jeune autiste. Ça facilite l'encodage, la rétention de l'information. Puis, somme toute, ça l'aide vraiment à établir le lien de confiance. Avec une personne non autiste, c'est sur d'autres stratégies qu'on va utiliser pour établir un lien de confiance. Beaucoup en lien avec la relation, la chaleur, l'émotivité, alors qu'avec la personne autiste, les stratégies visuelles vont clairement aider. Des stratégies visuelles, en fait, en toute humilité que je vous parle de ça ce matin parce que je vous apprends rien, vous le faites déjà beaucoup. En fait, j'attire votre attention à le faire de façon plus structurée. Mais vous pouvez utiliser, par exemple, un tableau blanc. Avant la pandémie, moi, j'utilisais un tableau blanc avec crayon marqueur que j'installe sur mon bureau, ma surface de travail. Maintenant qu'on est en téléconsultation, j'utilise le tableau blanc, que ce soit Zoom, Teams. La plupart des logiciels de téléconsultation permettent de partager votre écran avec un tableau blanc, puis vous pouvez faire des schémas, des graphiques. Ça remplace notre fameuse feuille de papier là, sur laquelle on écrit, là, où on griffonne. Des images, des photos, des vidéos. Je partage constamment mon écran quand je fais des téléconsultations avec des étudiants autistes. Et puis, j'essaie le plus possible d'avoir toujours un soutien visuel, de leur envoyer ensuite les liens Internet des pages qu'on a consultées pour qu'ils puissent toujours se référer à ça. Ma parole est incontournable, mais incomplète pour bien accompagner les étudiants autistes. Et ce matin, je vais vous parler un peu plus en détail de ma dernière publication qui se nomme « Ma carrière en images », qui a été conçue justement pour contourner le fait qu'une rencontre d'aide, qu'on soit un conseiller en service adapté, orthopédagogue, même un enseignant, un conseiller en employabilité, en information scolaire, conseiller d'orientation, la parole est inévitable. Mais comment on peut faire pour avoir un soutien visuel constant? Hein, on le fait, nous, les panélistes ce matin, on le fait avec vous, avec nos présentations PowerPoint. Enfin, moi, ce que je me suis demandé, c'est que je pourrais avoir toujours comme une PowerPoint qui défile derrière moi pendant que je parle avec un étudiant autiste pour qu'il y ait ce soutien visuel-là. Ma carrière en image a un peu été cette solution-là. Donc, ma carrière en image est une trousse réelle. Vous la voyez derrière moi d'ailleurs. Vous l'avez en photo aussi. Je peux me permettre les joies de la caméra. Donc, c'est vraiment une trousse plastifiée qui contient, bien entendu, petit défaut technique, je suis trop emballée.
Donc, la trousse contient 9 affiches plastifiées et leur version numérique pour servir à ceux qui font de la téléconsultation. Pour y accéder, il y a un lien Internet d'un microsite que je vais vous présenter dans quelques instants, qui est contenu dans la trousse. Un guide à l'intention de l'intervenant. Et qu'est-ce que c'est dans le fond? Je vais vous en montrer quelques exemples. C'est vraiment un soutien visuel à la parole du conseiller d'orientation. Il y a 3 thématiques. Une thématique d'affiches, donc 3 affiches qui concernent le choix professionnel, qui se nomme « Faire un choix éclairé ». 3 affiches qui concernent la préparation à la transition vers un autre cycle d'études. Et puis 3 affiches sur l'intégration en emploi. Je pense que nombreux parmi vous, en tout cas pour ceux qui sont conseillers en services adaptés ou qui peuvent être des psychoéducateurs, éducateurs spécialisés, vous travaillez peut-être à préparer, à aider les jeunes à intégrer un nouvel établissement d'enseignement. Donc, ces affiches-là peuvent clairement vous être utiles. Et puis, de même que les personnes qui peuvent parmi vous être des intervenants qui aident au placement en emploi ou à la recherche de stage, ça peut tout le temps vous être utile. C'est sûr que moi, je parle beaucoup de counseling d'orientation parce que c'est ma profession, mais toute, dans le fond, intervention qui concerne là, le cheminement de carrière peut être inclus dans ces affiches-là. Donc, je vous donne quelques exemples, puis je sais que le temps file et puis on a beaucoup de choses à vous dire. Donc, quelques exemples d'intervention. Quand je travaillais, avant d'avoir ma carrière en image, quand je travaillais en orientation avec des étudiants autistes, des fois, j'aurais aimé pouvoir leur illustrer ce qu'est la connaissance de soi. C'est abstrait, se connaître. Qu'est-ce que ça veut dire? Faire un choix professionnel, qu'est-ce que ça veut dire? Pour des personnes qui ont besoin de visuel et de concret, pour des personnes qui ont de la difficulté à se projeter dans l'avenir, justement parce que c'est intangible. Pour les personnes qui ont besoin de visuel, je peux leur montrer une vidéo d'un jeune qui étudie la soudure. Ils vont voir c'est quoi la soudure. Mais pour leur illustrer comment que je fais pour sentir que c'est le bon choix pour moi, c'est complètement abstrait. Je souhaitais illustrer ça. Donc, vous voyez une des illustrations des affiches sur la connaissance de soi. On voit un personnage qui est devant un tableau de bord, comme s'il naviguait un appareil, là, un avion ou un vaisseau spatial. Et puis, les différentes composantes de la connaissance de soi sont présentées un peu comme des tableaux de bord. Et quand je présente cette image-là à un jeune autiste, je lui dis que ta connaissance de soi, c'est un peu comme un plan de vol pour un pilote. Et puis, tu as différents cadrans avec des informations qui vont t'aider à ta navigation, qui vont t'aider à faire un plan de match. Intérêts, compétences, personnalité, valeurs, besoins. Donc, par la suite, quand je parle de connaissance de soi, le jeune peut retrouver cette image-là dans sa mémoire d'un tableau de bord ou d'une navigation. Autre illustration de choses abstraites en orientation, c'est la correspondance entre les intérêts et le sentiment de compétence. Pour les personnes dans la salle qui ont intervenu auprès de jeunes autistes qui ont des intérêts particuliers et qui souhaitaient peut-être trouver du travail dans ces champs d'intérêt-là, vous avez peut-être remarqué que parfois, c'est très noble d'avoir un intérêt, mais ça ne se traduit pas toujours en compétences professionnelles. Donc, on peut avoir un jeune qui est passionné d'histoire, mais est-ce qu'il a la compétence pour devenir enseignant d'histoire? Ce sont 2 choses. Donc, ça, c'est une illustration que j'utilise pour faire réfléchir le jeune à sa passion, mais la correspondance des intérêts requis sur le marché du travail en lien avec ces intérêts-là. Donc là, par exemple, on voit des outils de cuisinier avec une toque de chef cuisinier, la palette de peinture avec le béret de l'artiste, les outils avec le casque de construction pour faire réfléchir le jeune à cette correspondance. Donc, d'autres illustrations, devenir plus autonome. Il est question aussi de divulguer son diagnostic. Quelque chose qu'il faut parfois parler, mais c'est pas évident pour certains jeunes de parler de leur autisme, que ce soit en prévision d'un stage ou par rapport aux enseignants ou même l'intégration en emploi. Illustrer aussi un parcours professionnel. Des fois, certains jeunes me disent que le choix qu'ils vont faire, c'est le choix pour toute la vie. Et là, je travaille fort à leur faire comprendre que c'est une succession de décisions, une carrière pour une personne, encore une fois, qui a besoin de concret, c'est plus difficile de se projeter dans l'avenir, qui vit beaucoup d'anxiété par rapport à l'inconnu, bien, cette série-là d'images peut aider à recadrer. Ça me permet, puis nos animatrices pourront me dire si j'excède mon temps, mais j'aimerais vous partager mon écran quelques instants avec
une affiche numérique pour que vous ayez un peu une idée de comment on peut travailler avec les jeunes en téléconsultation. Donc, les affiches sont sous format de présentation type Prési. Et puis, si je clique ici, là, par exemple, on voit là, un personnage qui est sur la route là, de son choix de carrière. Et avec le jeune, bien, je peux cliquer et puis lui parler des différentes composantes d'une démarche d'orientation. Se connaître. Oh, je vais peut-être un petit peu trop vite. Ouais, je pense que je suis allée trop vite. Mais c'est pas grave, de toute façon, c'était simplement pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. C'est rare que ça fait ça. Puis, vous cliquez, ça zoome, ça dézoome quand il ne va pas trop vite en partage d'écran. Je reviens à ma présentation PowerPoint, puis n'hésitez pas là, pour ceux qui auront des questions. On a une bonne période de questions. Je pourrais y revenir. Je vais juste cliquer moins vite. Donc, voilà. Donc, somme toute, les stratégies visuelles aident l'étudiant autiste, mais elles aident autant le conseiller en emploi, conseiller d'orientation, conseiller d'information scolaire, conseiller en service adapté. Pourquoi ça l'aide le conseiller autant que le jeune autiste? Ben, c'est que tout d'abord, les processus sont souvent moins longs. Moi, ce que j'entends de mes collègues dans le réseau collégial, c'est que parfois, avec un étudiant, un élève autiste, c'est long. Hein? On sent qu'il y a des détours, on sent qu'on tourne en rond. Ça remet même en question chez certains la compétence professionnelle. D'avoir des images permettent d'avoir moins de détours parce que le jeune comprend mieux. Ce qu'on dit, c'est qu'on parle plus son langage. Donc, les processus sont moins longs. On arrive un peu plus rapidement à nos objectifs. J'ai remarqué aussi qu'il y a moins de désistement d'étudiants parce que j'ai remarqué que certains étudiants autistes trouvent ça très épuisant, une consultation en relation d'aide. Ça leur demande énormément d'énergie. Et parfois, ils ne voient pas trop le résultat, peut-être parce qu'ils ne comprennent pas trop à quels besoins nous on peut répondre. Donc, j'ai remarqué qu'il y a moins de désistement, donc plus de satisfaction de part et d'autre dans la relation d'aide. L'étudiant apprend davantage sur lui. Bon, ça c'est un des bénéfices d'une démarche d'orientation. Mais sur le processus aussi, la fiche que je vous ai montrée explique quelle est une démarche d'orientation. Donc, le jeune comprend mieux dans quoi il se retrouve. Il prend plus aussi action dans la démarche, il est moins passif en posture d'attente. Donc, ça contribue au sentiment du pouvoir d'agir. Avec les affiches physiques plastifiées, si un jour on peut rencontrer nos étudiants dans nos bureaux, l'étudiant pourrait, avec un crayon feutre, prendre des notes sur l'affiche, prendre en photo l'affiche, conserver les photos dans son téléphone cellulaire et leur servir encore plus d'aide-mémoire. Pour le moment, j'en dis pas plus. Pour ceux qui veulent en savoir plus, vous avez aussi un rappel sur le livre Les personnes autistes et le choix professionnel, la trousse ma carrière en images. Pour plus d'informations, je vous invite à consulter le site de Septembre Éditeur. Merci à tous. Merci, Madame Robert. Présentation très, très pertinente et intéressante. Je vous remercie infiniment. On va passer la parole à Mesdames Lalonde et Saint-Pierre pour la suite de la présentation. Je vous laisse la parole, Mesdames. Donc, je vais partager notre écran. Et voilà. Merci. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, moi et ma collègue Marie-Pierre Saint-Jacques, qui travaille au Sismo, on va vous présenter un projet d'intégration qu'on a mis sur pied à l'automne 2017, spécifiquement pour les étudiants avec un trouble du spectre de l'autisme qui vivaient la transition entre le secondaire et le cégep. Donc, je vais vous faire rapidement l'historique du projet. Ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, je suis arrivée au cégep Édouard-Montpetit en 2014. À ce moment-là, plusieurs étudiants en situation de handicap m'étaient référés. Par contre, j'avais très peu d'étudiants avec un trouble du spectre de l'autisme, mais plus les années avançaient, plus j'en avais. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ces étudiants-là étaient déjà intégrés au secondaire dans des classes régulières. Par contre, ce qu'on a remarqué, c'est que depuis l'hiver 2017, de plus en plus d'inscriptions d'étudiants provenant de classes adaptées
arrivaient à Édouard-Montpetit et s'inscrivaient au service adapté. Ce qui implique qu'il y avait de plus grands besoins pour ces étudiants-là. Donc, on s'est rendu compte que la préparation n'était pas à fine pointe pour les aider. Donc, les conseillères pédagogiques et les gestionnaires du cégep, ainsi que nous, au service adapté, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de défis pour ces étudiants-là, pour l'intégration et la réussite scolaire. C'est sûr que pour même les étudiants typiques, il y a aussi beaucoup de défis. La marche, elle est haute. Donc, pour les étudiants avec un trouble du spectre de l'autisme, qui étaient particulièrement en classe d'adaptation, les défis étaient encore plus grands parce que leurs besoins étaient plus grands. Donc, suite à ces constats-là, on a décidé de faire un partenariat entre nous, le Centre de services adaptés, et les SISMO. Le but étant de jumeler l'expertise des SISMO au niveau du trouble du spectre de l'autisme et nous, en fait, de présenter tous les défis que peuvent représenter l'intégration dans un milieu collégial. Le but du projet, bien, dans un premier temps, c'est sûr que nous, au service adapté, on avait à traiter avec des étudiants qui avaient un trouble du spectre de l'autisme, mais comme je vous disais, en général, c'était des étudiants qui étaient déjà intégrés dans des classes régulières, donc les besoins étaient un peu moins grands, la marche était un peu moins haute. Quand on s'est rendu compte qu'il y avait de plus en plus d'étudiants provenant de classes adaptées, on a ressenti le besoin, en fait, d'avoir une formation plus approfondie pour avoir une compréhension commune des forces et des besoins de ces étudiants-là face aux défis que représente la transition au collégial. Évidemment, on souhaitait aussi diminuer l'anxiété qui était liée à l'intégration d'un nouveau milieu de vie, tout ce qui est la nouveauté, les changements. Et évidemment, favoriser la mise en place de stratégies aidantes pour favoriser leur réussite scolaire tout en tenant compte de leurs besoins et de leurs spécificités. Il faut savoir que nous, dans le fond, les SISMO et nous, le CSA, on s'est rencontrés quand même à plusieurs reprises pour évaluer le besoin de ces étudiants-là, les défis que allait représenter leur intégration au cégep. Donc, on a fini par instaurer une ligne du temps pour leur offrir la meilleure façon de fonctionner. Il y a eu plusieurs essais-erreurs que vous allez voir plus tard avec ma partenaire Marie-Pierre. Donc, dans un premier temps, dès la fin de la session d'hiver, donc dès que les inscriptions, les admissions se font au cégep Édouard-Montpetit et les inscriptions au centre de services adaptés, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on fait toujours des séances d'information, de présentation des services et on a rajouté dans ce partenariat-là un dépliant pour les aider à savoir quelles compétences ils devaient acquérir pour bien réussir et bien se préparer au collégial. Marie-Pierre va vous faire un partage d'écran. Donc, l'aide-mémoire, ce à quoi ça ressemble, en fait, l'aide-mémoire était déjà existante pour nos étudiants qui arrivaient. Qu'est-ce qu'on fait avant le début de la session et qu'est-ce qu'on fait dès la première semaine? Et vous voyez quelques points, je ne vais pas tous vous les énumérer, mais donc récupérer mon horaire, réserver ma case, obtenir ma carte étudiant, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui était déjà en place. Mais on s'est rendu compte qu'au niveau des aptitudes requises pour une rentrée réussie au cégep, on avait besoin d'autres choses et les parents et aussi les autres professionnels des écoles secondaires souvent vont rentrer en communication avec nous pour savoir comment on peut bien préparer nos élèves pour cette transition-là. Donc, grosso modo, on parle vraiment de l'organisation du temps, de se familiariser avec l'itinéraire pour se rendre au cégep parce que beaucoup d'étudiants utilisent des transports adaptés, donc le transport en commun n'est pas tellement connu. Ensuite de ça, démontrer des bonnes habiletés sociales, bien entendu, trouver des méthodes de travail efficaces, comment organiser son matériel, connaître les stratégies d'études appropriées pour eux, et finalement, s'orienter dans le cégep. Évidemment, il y a des petites cases à chaque pour voir est-ce que mon enfant est prêt à se rendre au cégep. Donc, si je reviens dans la ligne du temps, donc,
Après cette présentation-là et la remise du dépliant, à la fin du mois d'août, une semaine approximativement avant le début des cours, ce qu'on fait, c'est qu'on invite ces étudiants-là qui ont un TSA à venir à un atelier de préparation au collégial, qui est une première partie. Par la suite, on offre de façon facultative une rencontre bilan qui sert principalement aux échanges entre les étudiants, ce qu'ils ont vécu, ce qui a été facile, difficile, des trucs qu'ils ont développés, des questions qu'il leur reste à nous poser. Et pourquoi on met ça à la semaine 3, juste avant la date limite d'abandon de leur cours? C'est pour s'assurer que la charge de cours leur convient selon leur situation personnelle et leur donner le droit et les démarches à faire pour annuler les cours et ne pas se ramasser avec des échecs au dossier qui restent. Ensuite de ça, au mois de décembre, donc à la fin de la session, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie un sondage pour l'appréciation des ateliers, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont moins aimé, ce qu'ils aimeraient qu'il soit rajouté, toujours dans le but de s'améliorer et de mieux répondre à leurs besoins. Vous voyez la deuxième partie qui est la même couleur que la première partie. C'est la partie de la session d'hiver qu'on a déjà expérimentée, mais comme il y a peu de nouveaux amis, on s'est rendu compte que l'effet groupe, sentiment d'appartenance n'était pas là. Ce qu'on a décidé de faire à ce moment-là, au lieu de répéter l'expérience, dans le fond, à l'hiver, c'est qu'on remet, on va vous en parler un petit peu plus tard, un guide de préparation pour les étudiants pour bien réussir au cégep. Donc, moi, je vais poursuivre avec le déroulement du projet. Donc, on va regarder le recrutement des participants et ensuite, on va vous résumer un peu l'ensemble de nos 4 cohortes qu'on a faites jusqu'à présent avec toute notre amélioration continue. Donc, au niveau du recrutement, c'est les conseillères en services adaptés qui proposaient l'atelier aux étudiants lors de leur rencontre d'évaluation. Donc, l'invitation se faisait là. Pour ce qui était des étudiants déjà inscrits au CSA, à ce moment-là, c'était plus une invitation qui était envoyée là, par courriel ou les autres plateformes là, de communication. Par contre, on s'est rendu compte justement que c'est plus facile de joindre les étudiants par téléphone parce que, bon, ils ne sont pas encore, surtout les nouveaux étudiants, ne sont pas encore assez habiles avec les nouvelles plateformes comme le Mio et le Léa. Donc, au niveau de la première cohorte, on a commencé à l'automne 2017. À ce moment-là, j'animais avec une de mes collègues au CISMO, donc anciennement appelé CRDI. Et on avait choisi de faire ça en 2 temps, donc durant les pauses communes. Donc, on savait que les gens étaient disponibles à ce moment-là et on a commencé ça, on l'avait fait à la 3e et à la 4e semaine de la session. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que c'était un petit peu tard dans la session. Les étudiants étaient déjà un peu préoccupés par leur charge de travail. Ça pouvait interférer avec les premiers examens. Comme c'était pendant la pause commune, donc le temps du dîner, certains aussi étaient comme très, très anxieux à savoir bien, comment je vais faire pour manger, est-ce que je vais manger là, est-ce que je vais arriver à temps à mon prochain cours. Donc, suite à cette réflexion-là, on s'est dit, bien, là, maintenant, on le sait, on l'a expérimenté. On a fait le choix de faire toujours l'atelier une semaine avant le début de la session. Donc, à ce moment-là, les étudiants sont pleinement disponibles. On a leur attention de façon plus soutenue. Au niveau de la deuxième cohorte, comme Karine l'a dit, on l'a expérimenté à l'hiver. Donc là, déjà, on avait fait des petits changements. À ce moment-là, j'animais seule et Karine s'est jointe à moi là, de façon constante pour l'animation. Donc, ça a été un atelier de 3 heures, toujours une semaine avant le début de la session, et on offrait là, la rencontre bilan, comme on a parlé dans la ligne du temps, à la 3e semaine, pendant la pause commune. Donc, le constat était que justement, le bassin de nouveaux étudiants à l'hiver n'est pas assez grand pour que ça soit efficace puis qu'on rejoigne un maximum d'étudiants. Donc, le choix qui avait été fait, c'est justement de remettre un guide de préparation au collégial qu'on a monté et qu'on va vous présenter là, un petit peu plus tantôt. Donc, la même chose, on constate que c'est toujours plus facile de rejoindre les étudiants par téléphone. On avait essayé d'envoyer une invitation Mio là, pour leur suggérer là, la rencontre bilan devenait comme plus facultative.
mais les joindre par téléphone, c'est toujours là où on réussit à mieux aller les chercher. On tombe moins dans les oublis. Donc, au niveau, on poursuit dans le déroulement du projet. La 3e et la 4e cohorte, là encore, on a apporté des modifications, toujours dans un souci de s'améliorer et d'offrir le mieux aux étudiants. Donc, toujours une semaine avant le début de la session. Et là, on a choisi de faire un atelier de 3 heures qui incluait la période de dîner. Donc, ça permet de couper l'atelier en deux. De profiter de cette période-là pour dîner à la cafétéria, qui est quand même un lieu où est-ce que les étudiants peuvent vivre beaucoup de situations de stress parce que c'est très, très achalandé. Dans ce cas-ci, comme on le fait une semaine avant le début de la session, c'est beaucoup plus tranquille. Fait que ça leur permet de se faire des petits repères. On a ajouté aussi questionnaire Kahoot pour rendre ça plus interactif. Il y avait le témoignage aussi d'un étudiant et la visite guidée des lieux à la fin de l'atelier. C'était quelque chose qui était déjà fait au niveau du cégep, mais qu'on a greffé à la fin de l'atelier sur l'intégration. Donc, un de nos constats était aussi que faire l'appel téléphonique aux participants, c'était vraiment la bonne stratégie, puis de s'assurer aussi que leur session se déroule bien. Et on offrait à ce moment-là aussi de répondre à leurs questions. Donc, pour la 3e et la 4e cohorte, c'est ce qui était fait. Ensuite, plus spécifiquement au niveau du contenu de l'atelier, donc je l'ai nommé, il y avait le témoignage d'un étudiant TSA qui a complété au moins une session. Donc, puis à la fin de notre présentation, vous allez voir une belle vidéo d'une des étudiantes qui a participé à nos ateliers et qui, par la suite, est devenue elle-même la personne qui fait le témoignage. Donc, comment ça se déroule, l'atelier? C'est une présentation PowerPoint dans laquelle on va aborder différents sujets. Et initialement, on parlait beaucoup, on avait intégré les caractéristiques TSA, donc d'aborder le sujet parce que ce n'était pas tous les étudiants qui arrivaient avec les mêmes connaissances. Donc, on voulait faire un peu comme une mise à niveau. Ce n'est pas tous les étudiants non plus qui avaient reçu des services des CIS, donc autant CLSC que les anciennes composantes, le CRDI. Maintenant, ce qu'on a fait comme choix, c'est d'inclure plus, de faire les liens avec la composante TSA dans les différents points qu'on aborde. Donc, par exemple, la différence entre le secondaire et le cégep. Donc, de tranquillement les sensibiliser au fait que tes stratégies qui fonctionnaient au secondaire ne fonctionneront pas nécessairement au cégep. Et c'est pour ça qu'on te rencontre aujourd'hui et qu'on veut te sensibiliser et te donner le plus possible des outils pour que ta transition vers le cégep se déroule bien. On a développé le guide de préparation pour les futurs étudiants qu'on va aborder tantôt. Les fonctions exécutives, c'était vraiment important d'en parler parce que, dans le fond, quand on leur propose des outils, ça leur permet de mieux comprendre et que ça fasse sens. Quand on leur dit tout ça, c'est quelque chose qui est plus difficile. Quand on présente un TSA, ça se pourrait être de la difficulté au niveau de ta mémoire de travail, l'organisation, la planification. Donc, quand on vient décortiquer ça, qu'on explique, quand on leur demande d'essayer des nouvelles stratégies, ça peut venir plus faire sens pour eux et ils peuvent y adhérer plus facilement. Idem pour la théorie de l'esprit. On aborde aussi l'anxiété de façon en survol, tout en proposant des stratégies, comment faire face justement à le stress que je peux vivre, l'anxiété que je peux vivre lors de travaux d'équipe, travaux individuels, examens. Donc, on essaie de les orienter vers ça aussi. Et dans le qui peut m'aider au cégep, on va le voir un petit peu plus tard dans les outils, mais justement, tout ça dans le but de les orienter. Quand je vis une situation difficile, qui je vais voir, à quel moment je vais les voir, parce qu'il y a énormément d'acteurs au cégep, que ce soit les API, les conseillers en orientation, les conseillères pédagogiques au CSA, éducatrices spécialisées, et j'en passe. Le dîner de groupe à la cafétéria, donc ça, on l'a nommé tantôt, ça a été très apprécié, donc ça permet de se familiariser avec le lieu. Dans l'atelier, on fait une consultation individuelle du guide pour me préparer à remplir mon rôle de cégepien. Donc, on leur fait lire le guide qu'on leur remet. Et c'est ce même guide-là qui est remis aux étudiants à la session d'hiver, mais avec lesquels on ne fait pas la portion animation, mais les situations sont reprises avec eux. On va le voir un petit peu plus en détail tantôt. Et là, le Kahoot, ça nous permettait de faire, dans le fond, un suivi plus interactif avec eux, donc de répondre après ça aux questions. Ça nous permettait de faire un retour sur le contenu, mais de façon interactive.
Et ensuite, on a la présentation de différents outils visuels. Donc, le dépliant avec les aptitudes à acquérir, ce que Karine a déjà abordé un petit peu plus tôt. S'assurer de faire les choses à faire la première semaine, quoi faire en cas de difficulté académique, les questions à se poser durant la session, les indices aussi à évaluer comment se déroule mon parcours scolaire. Donc, on va les regarder. Et on avait la visite guidée, personnalisée dont je vous ai parlé. Donc, au niveau des outils concrètement, on a proposé des grilles de planification. Moi, c'est des choses que j'avais vues en individuel avec des usagers qui étaient desservis là, au Centre intégré santé et services sociaux de la Montérégie-Ouest. Donc, si on se demandait, ça veut dire quoi? 6 mots, c'est le Centre intégré santé et services sociaux Montérégie-Ouest. Donc, c'est des stratégies, des grilles, donc autant pour la session en entier qu'à chaque semaine. Ça reste des propositions. Puis, il y a d'autres suggestions aussi là, que les conseillères peuvent faire pour aider les étudiants dans leur organisation. Ensuite, ici, dans le fond, pour favoriser ma réussite scolaire, dans le fond, c'est quoi les éléments importants à prendre en considération? Donc, ma présence, la disponibilité, les études, les exercices, les travaux, les examens. Donc, ça, c'est quelque chose que j'avais développé là encore en individuel avec mes usagers qu'on a transposé au cégep. Donc, ça permet de mettre l'emphase sur pourquoi ça, c'est important. Tu sais, pourquoi on t'a dit d'étudier? Parce que, par exemple, il est demandé aux étudiants d'étudier au moins 1 heure par jour pour chaque cours au cégep, tandis qu'au secondaire, ce n'est pas nécessairement la même réalité. Donc, on décortique c'est quoi les bons ingrédients là, pour réussir ma session. Idem aussi pour la liste, évaluer mon parcours, parce que les étudiants ne s'en rendent pas nécessairement compte quand ça va moins bien, ou aller chercher l'aide au bon moment. Donc, c'est d'évaluer, c'est comme un peu une liste d'indices que ça va bien, que ça commence peut-être à être difficile ou mais là, on a beaucoup d'indices que tu commences à être en échec. Donc, c'est de s'assurer avec l'étudiant que tout va bien, comment va son parcours. Fait qu'on peut à la fois faire ça avec eux, ce suivi-là, comme ils peuvent l'avoir, dans le fond, nous, on leur remet ces outils-là. Dans le but aussi, c'est ça, qu'ils deviennent autonomes puis qu'ils développent cette réflexion-là, mais nous, on peut faire le suivi en individuel. Donc, tu sais, est-ce que tu as vraiment tout demandé tes mesures adaptatives, là, donc un tiers-temps, les locaux individuels, les ordinateurs, preneurs de notes, est-ce que tout ça s'est mis en place? Parce que certains vont tarder à faire cette demande d'aide-là. Ensuite, aussi, ça, c'est d'autres outils visuels que j'ai montés. Donc, encore là, toujours dans susciter la réflexion. C'est des questions souvent qui reviennent quand on les rencontre en individuel. Est-ce que tu as rempli un tableau? As-tu une structure pour t'organiser, te souvenir de ce que tu as à faire? Si la réponse c'est oui, parfait, on continue comme ça. Si la réponse c'est non, voilà qu'est-ce que tu dois faire. Comme par exemple, est-ce que je comprends ce que je dois faire dans mon travail? Parce que c'est pas toujours clair. Ils ont l'impression des fois que la consigne de l'enseignant, elle est très claire pour eux, mais une fois rendus à la maison, c'est là où des fois l'anxiété monte et ils peuvent être plus limités dans leurs ressources. Donc, là encore, c'est susciter la réflexion. On poursuit aussi la même chose dans le type de questionnement. Est-ce que j'ai avisé mes enseignants de mes besoins? Si c'est oui, si c'est non. Puis là encore, on laisse le choix à l'étudiant, évidemment, de parler de ses particularités. Mais ça fait partie des solutions, des fois, pour aborder une situation quand c'est difficile. Et on regarde aussi la notion de travaux d'équipe, donc qui peut être parfois différent là, du secondaire versus le collégial. Est-ce que je connais mes dates de rencontre d'équipe? Est-ce que je comprends ce que moi, je dois faire dans ma partie? Est-ce que je connais les responsabilités des autres membres de mon équipe? Et donc, tu sais, encore là, tout le temps la question. Est-ce que si oui, là, tu réponds, on continue, ça va bien. Si c'est non, voici ce que tu peux faire pour t'aider. Ensuite, un autre outil qui a été développé par Karine, si j'ai des difficultés académiques, qu'est-ce que je peux faire en étapes? Donc, rencontrer mon enseignant selon les disponibilités et là, on le décortique aussi. Aller au centre d'aide adapté selon l'horaire et ensuite m'inscrire pour du tutorat. Donc, c'est comme une stratégie d'aide en étapes qui a été développée. Maintenant, Karine va vous présenter le guide pour me préparer à remplir mon rôle de CG15. Je vais juste changer d'écran. Partager. Oups. Je m'excuse. Il n'avait pas sorti.
C'est celui-ci. Bon. J'y vais. Alors, le guide, il ressemble à ceci. Donc, Karine, je te laisse la parole. Parfait. Je vais quand même faire un tour rapide parce que je vois le temps qui passe et je ne vais pas tout vous donner, mais en gros, c'est un guide qui a quand même été inspiré par un autre cégep, pas Édouard Montpetit, pardon, le cégep de Saint-Hyacinthe. On s'en est inspiré, mais évidemment, on l'a adapté suite à des situations qu'on a vécues au cégep Édouard Montpetit, entre autres. On commence par le cheminement scolaire au cégep, qui est important de leur faire comprendre que juste au niveau de l'adaptation, des changements, des nouvelles choses, déjà, beaucoup de leur énergie va être mobilisée à cause de ces changements-là. Donc, si on a une charge de cours complète, ça risque d'être vraiment plus difficile et de pas, on va peut-être pas réussir à atteindre les objectifs qu'on veut. Donc, on essaie de leur faire comprendre que c'est mieux d'avoir moins de cours et de les réussir que d'en avoir beaucoup trop et de subir plusieurs échecs. Ensuite de ça, bien entendu qu'on leur parle du respect des échéanciers. Pourquoi? Parce que souvent dans les classes d'adaptation scolaire, les échéanciers, tous les travaux qu'ils ont à faire en général, moi, les étudiants que je côtoie me disent « j'ai jamais fait de devoirs, j'ai jamais fait d'études en dehors de mes périodes de cours. » Tout était centré dans le cours. Donc là, d'apprendre que oui, il faut les faire à l'extérieur et qu'on ne peut pas toujours se fier sur l'enseignant pour nous rappeler constamment les dates de remise. Donc, il faut être autonome à ce niveau-là. C'est pour ça, d'ailleurs, savoir utiliser un agenda et les mettre en garde. Si on ne remet pas notre travail à temps, les points qu'on peut perdre, si on ne se présente pas à une évaluation, qu'est-ce qui peut arriver? Il va peut-être y avoir moins d'accommodement qu'au secondaire. Ensuite de ça, chose super importante sur laquelle on met l'accent, ici on voit un point au 19, là. Bon, c'est toujours de leur rappeler la date limite d'abandon des cours sans mention d'échec, mais aussi de voir comment fonctionne un calendrier au collégial, puisque souvent au secondaire, ça va être sur une période de 9 jours et qu'il peut y avoir plusieurs modifications et journées particulières dans l'horaire. Donc, c'est important de les prendre en note pour ne pas être pris de court s'il arrive quelque chose. Ensuite de ça, le cours, on a trouvé ça quand même important d'en parler parce que, vous savez, au collégial, des fois, les cours de français, littérature plutôt, et philosophie vont être séparés en 2 temps. Et puis, c'est pas nécessairement, si on a un cours le lundi et le mercredi, ça va pas nécessairement être au même local. Ça, les étudiants ne s'en rendent pas nécessairement compte. Et petite anecdote, moi, j'ai un étudiant qui s'est présenté dans un cours du lundi en littérature et son cours du mercredi s'est représenté au même local. Malheureusement, ce n'était pas son cours qui avait lieu là et l'étudiant a participé à un cours pour lequel il n'était absolument pas inscrit, qui ne faisait pas partie de son programme. Il est resté tout le cours en pensant que c'était un remplaçant. Donc, je fais du pouce là-dessus de leur dire que les absences des enseignants, il n'y en a pas de remplaçant au cégep. Un prof qui manque, il n'y aura pas de remplaçant à moins qu'il manque à long terme. Maintenant, les places attitrées, on sait qu'au secondaire, au primaire, surtout dans les classes spécialisées, souvent, ils vont avoir une place adaptée parce qu'ils n'aiment pas le changement. Savoir qu'au cégep, ça n'existe pas. Si tu veux une place précise, tu dois te présenter en début de cours et puis si ta place n'est pas disponible, tu n'as pas le choix de t'adapter et de prendre une autre place. Les travaux d'équipe, on en a un petit peu parlé tantôt dans les outils à Marie-Pierre, fait que je ne vais pas revenir trop là-dessus. On leur donne un petit outil pour la répartition des tâches de l'équipe, que ce soit le plus équitable possible et leur rappeler que ce n'est pas juste leurs idées qui vont être retenues, même si pour eux, ils ont les meilleures idées du monde. On parle aussi de l'avantage, quelqu'un d'autre qui en a parlé un peu plus tôt, de l'avantage ou les inconvénients de parler de leurs conditions. Donc, là-dessus, on les faisait verbaliser parce qu'il y en a plusieurs que oui, ils le faisaient d'emblée, il y en a d'autres qui avaient peur d'être jugés. C'est sûr que c'est un couteau à double tranchant.
Par contre, parfois, ça peut être très, très, très aidant. Ce qu'on leur fait retenir, c'est que on peut pas accepter que les membres de ton équipe fassent tout le travail parce qu'ils te fassent pas confiance, même si toi, ça t'allège. Et au contraire, on peut pas non plus accepter parce que, par exemple, tu es vraiment très, 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 très fort en physique, que tu fasses tout le travail parce que toi, tu fais pas confiance à tes coéquipiers. C'est vraiment un travail d'équipe et plus tard dans la vie, tu vas être appelé à travailler en équipe aussi. Ensuite, des exemples de défis que je peux vivre, on va se le dire, au cégep, la grosse différence, il n'y a pas de cloche pour t'aviser qu'un cours va commencer, qu'un cours va se terminer. Donc, on leur donne des indices clairs que vous pouvez voir, tous les documents vont être disponibles à la fin, des indices clairs comme quoi un cours va commencer et comme quoi un cours va être terminé. Aussi, on parle des petites pauses, puis on insiste sur le fait que chaque enseignant décide de ses périodes de pause. Il peut faire juste une pause, une plus grande pause, il peut faire plusieurs petites pauses, et que, comme il n'y a toujours pas son cloche, c'est eux qui sont responsables de revenir à temps. Donc, se programmer une alarme, regarder sa montre. On leur donne aussi des exemples de qu'est-ce que tu peux faire durant une petite pause. C'est pas le temps d'aller faire du magasinage, c'est vraiment le temps d'aller boire de l'eau, d'aller à la salle de bain, de prendre tes courriels ou même de rester en classe si tu veux poursuivre un travail. Petite anecdote à ce sujet-là, moi j'ai un étudiant qui, durant une petite pause, comme il n'y avait pas de cloche, lui aimait beaucoup bouquiner. Il est allé bouquiner, il s'est laissé prendre dans le livre et il n'est jamais revenu à son cours. Mais tout ça de façon, pas de façon mal intentionnée. On leur parle aussi de quoi faire dans les grandes pauses, parce que c'est quelque chose qu'ils ne sont pas habitués au secondaire. La journée, elle est pleine, donc ces pauses-là ne sont pas nécessairement faites pour jouer à des jeux vidéo. C'est vraiment, on doit optimiser le temps qu'on consacre à nos études pour en avoir moins dans la période du soir. On peut aussi manger, aller rencontrer nos intervenants. Absence ou retard d'un professeur, super important. On leur répète que les professeurs, à moins d'une absence à long terme, ils ne vont pas être remplacés. Et qu'est-ce qu'on fait si un professeur est en retard? Il y a une marche à suivre, il y a des choses à vérifier, donc c'est important. Et si le professeur ne se présente pas, qu'est-ce qu'on doit faire? Si on a un travail à remettre ou si on avait un examen, eh bien, on s'informe. Quand est-ce que je le remets? Est-ce que vous le recevez pareil? C'est très, très, très important. Ils doivent être autonomes et responsables. Ensuite de ça, si le professeur, on parle un peu plus au niveau des comportements de la classe, bien, si un professeur fait une erreur en classe, c'est quelque chose qui chicote souvent les étudiants qui ont un TSA, ils ont besoin d'aller dire que c'est pas la bonne information, mais de leur apprendre que ça peut rendre l'enseignant inconfortable et que c'est peut-être pas le lieu pour le faire, on peut lui en parler après, mais sinon, de l'amener autrement. Excusez, monsieur, je voudrais être certain, est-ce que c'est bien ce que vous voulez dire? Je ne comprends pas tout à fait. De l'amener d'une autre façon, puis l'enseignant va apprécier ça. Dans le même ordre d'idée, voir un étudiant tricher en classe, ce n'est pas votre rôle de reprendre ou d'aller dénoncer cet étudiant-là. Laissez l'enseignant faire, laissez-le, c'est son travail et vous pouvez vous attirer des problèmes si vous le faites. Donc, ça faisait le tour du guide. Je vais revenir pour conclure. Encore peut-être une petite minute, mesdames. On va conclure. Je vais juste changer de diaporama s'il veut collaborer. Voilà, on était rendu ici. Donc, je repartage. Désolée du... Voilà. OK. Donc, ça, je vais passer très rapidement les sondages qu'on a fait parvenir juste pour vous dire que ce qui a été le plus apprécié, évidemment, c'est le témoignage d'autres étudiants, les temps de dîner en groupe et à la cafétéria, la visite guidée. Pourquoi? Pour développer un sentiment d'appartenance, apprivoiser les lieux et diminuer l'anxiété qui est liée à la nouveauté. En général, les étudiants ont bien apprécié. Et dans les impacts positifs, suite à l'atelier, on a remarqué que les étudiants ont créé des liens entre eux. Ils se réfèrent plus rapidement
aux intervenants du CSA puisqu'ils ont déjà eu un premier contact avec nous. Et certains étudiants se portent même volontaires pour aider les nouveaux étudiants en transition. Et ils ont une plus grande ouverture et flexibilité à alléger leur charge de cours compte tenu de leur situation personnelle. Finalement, j'arrive à la toute fin où je voulais vous présenter Catherine Desjardins, qui est une étudiante TSA en intégration multimédia, qui en est à la fin de son parcours. C'est une étudiante qui s'est impliquée dans beaucoup de choses, dont le témoignage, dont la présentation des services, accueillir des nouveaux étudiants. Et j'ai tenu quand même à vous montrer 2 images qu'elle avait créées. La beauté dans la neurodiversité qu'elle a créée spécifiquement pour le mois de l'autisme qui est en cours, et le cerveau différent, compétences remarquables que j'avais ici en arrière-plan pour, dans le fond, la journée d'aujourd'hui. Donc, je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite un bon visionnement. Je vais partager mon écran. Je n'ai pas ouvert ma caméra encore, mais ne vous inquiétez pas. Je vais maintenant vous présenter Catherine, qui est une étudiante à Édouard-Montpetit, qui est arrivée à l'automne 2017 en intégration en multimédia. Catherine est venue participer à notre atelier d'intégration au collégial pour les étudiants qui ont un TSA et elle s'implique beaucoup au centre de services adaptés depuis ce temps-là. Alors, bonjour Catherine. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien, vous? Oui, ça va bien, merci. Donc, tu as participé à notre 3e cohorte pour l'atelier TSA. Je voulais savoir, toi, premièrement, quand tu es arrivé, avant d'arriver au collégial, est-ce qu'il y avait des choses qui t'inquiétaient en particulier? Au départ, c'est difficile à dire parce que je pense que l'atelier a fait en sorte que je panique moins sur certains sujets par rapport à mon entrée au cégep. Comme, je pense, par exemple, ma plus grande peur, en guillemets, c'était de me perdre, vu que c'était le plus grand cégep au Québec, là, fait que c'était pas évident, là. Puis aussi, j'avais peur de pas savoir exactement à qui me référer si j'avais un problème ou des questions, que ce soit sur le programme ou en général. Puis aussi, ma plus grande crainte, c'était de pas savoir qui que ce soit dans mon programme, parce que je me disais, mais si je connais personne, mais je pourrais moins m'intégrer, tout ça. Mais l'atelier m'a montré que j'avais pas à m'inquiéter. OK. Donc, si je comprends bien, ça t'a rassuré, cet atelier? Oui, ça m'a rassuré sur beaucoup de points, effectivement. Super, ça. Est-ce que tu peux me donner des exemples de qu'est-ce qui t'a aidé dans cet atelier-là? Si je pense, par exemple, je sais qu'il y a eu un témoignage d'un autre étudiant. Oui, il y a eu un témoignage. Justement, j'ai assisté à un témoignage d'un autre étudiant, j'en souviens très bien. Et aussi, dans cet atelier, on montrait les différences entre le cégep versus le secondaire, de comment ça marche. Aussi, de connaître le calendrier des 15 semaines, parce qu'au lieu de diviser en 9 jours, c'est 15 semaines dans tout le calendrier. Et aussi, je pense juste le fait de rencontrer d'autres gens en difficulté, ça m'a vraiment rassuré. Ça me dit, je suis pas toute seule là-dedans. Je suis pas toute seule qui vit ces difficultés. Fait que ça m'a rassuré, parce que je me souvenais qu'au secondaire, j'étais pas mal une des seules qui montrait des difficultés de ce genre-là, parce que c'était pas tout le monde qui avait la difficulté, mais avec un TSA tout seul. Donc, ça m'a rassuré de voir ça. Et je pense aussi le témoignage de l'autre étudiant m'a vraiment aidé aussi. Puis, on m'a aussi présenté des outils de planification pour le cégep puis la planification. Fait que les outils pour, excuse-moi, les outils pour t'aider à t'organiser dans le fond. Oui, pour aider à l'organisation, exact. Parce que aussi, ça me paniquait un petit peu de savoir est-ce que je suis pas assez organisée pour le cégep, mais vu qu'on va montrer des outils pour mieux m'organiser, ça m'a plus rassurée. Puis je me dis, bon, j'ai pas à être stressée. Et tout. Puis le fait qu'on fasse ça justement avant que la session commence, on a fait ça vers la fin de l'été, ben ça t'a permis de prendre contact avec le cégep et des étudiants qui vivaient les mêmes choses que toi à ce moment-là. Fait que ça a été aidant pour toi.
Ouais, parce que je pense que c'est bien d'avoir fait au moins 1 ou 2 semaines avant le début de la session pour être sûr de non seulement nous remettre dans le contexte scolaire, et aussi pour dire, OK, il reste une couple de semaines avant la rentrée, fait inquiétez-vous pas, il y a ça à savoir, puis vous devrez être correct. Là, puis je pense que c'est le fait de pas avoir attendu 3 dernières minutes pour dire, OK, c'est ça, faut que tu t'adaptes à ça. Ça m'a aidé personnellement. Est-ce que tu avais participé, toi, à la visite guidée? Je pense que je n'avais pas participé parce que vu que pas mal de gens dans ma famille ont été à ce cégep-là, ils ont pu me dire, OK, ça, c'est certains locaux, ça, c'est certains locaux et tout ça. Là. Donc, je pense que j'ai pas été... Ben, je dis ça, mais j'ai peut-être participé, là, mais je me souviens plus. Ça fait quand même 3 ans là, que... Oui, c'est ça, ça fait longtemps. Ça fait quand même un bout de temps, là, donc je suis pas certaine. Peut-être que oui, peut-être que non, mais... OK. Sinon, est-ce qu'il y avait une partie de l'atelier qui t'avait plus marqué, qui avait été plus aidante pour toi? T'sais, on a parlé des outils, la différence secondaire collégiale. Il y avait, bon, la visite guidée, là, tu te souviens plus. Il y avait, je ne sais pas si à cette époque-là, il y avait le dîner entre les gens qui étaient présents. Il y avait le dîner. OK. Je pense. Mais je suis pas sûre. Encore une fois, parce que ça fait un petit bout. Mais je pense que la partie qui m'avait plus marqué, justement, c'était le témoignage de l'autre étudiant. Parce qu'en plus, j'ai appris qu'il était dans mon programme. Fait que je me suis dit, ben, moi, je connais une personne. Fait que ça m'a comme rassurée, puis ça. Puis aussi, j'avais une autre activité plus tard en lien avec mon programme. Fait que je l'avais revu, cet étudiant-là. Donc, je me disais, OK, au moins, je connais une personne. Fait que je me sens pas vraiment outside. Je me sentais pas toute seule, effectivement. Mais dans l'atelier, justement, je pense que c'était vraiment son témoignage qui m'avait beaucoup aidée. Puis je pense que c'était grâce à ce témoignage-là que je fais des témoignages en ce moment. Fait, ça a donné, tu sais. Ça a amené des bonnes choses. Ça a amené des bonnes choses, effectivement. Je me dis, hey, je vais être comme ça, moi aussi, là. Puis aujourd'hui, est-ce que tu utilises encore des outils qu'on t'avait présentés à l'époque? Oui, je les utilise encore. Oui? Bon, puis ça t'aide. Ça m'aide vraiment beaucoup, là. Là, tu es rendu à ta 6e session? Oui, je suis rendue à ma 6e session, ouais. C'est bon. Ça va bien? Vite. Ça va bien? Oui, ça va, là. Tout va bien. Good. Est-ce que tu aurais des choses à conseiller aux personnes qui vivent les mêmes difficultés que toi, qui s'en viennent, mais qui viennent du secondaire, qui s'en viennent au collégial, dans le fond? Des conseils que je pourrais donner, ben comme... Je dirais peut-être d'essayer de comme ça. Je sais pas comment expliquer que il faut demander de l'aide quand on a besoin parce que j'ai remarqué que c'était une tendance pour moi d'attendre tout le temps à la dernière minute pour se dire, OK, j'ai vraiment besoin de l'aide. Fait que moi, je dirais à ces étudiants-là, genre, n'attendez pas. Si vous sentez que vous avez de la difficulté, allez voir quelqu'un, que ce soit quelqu'un de CSA ou vos professeurs en général, genre, n'attendez pas. Ça, je pense que c'est un de mes conseils principaux, qui est aussi, genre, si jamais on retourne en présentiel éventuellement, ce serait une bonne idée de faire une petite visite à l'avance d'établissement pour être sûr de ne pas perdre la première journée, parce que c'est pas évident, là, tous les locaux, puis les T125 ou d'autres chiffres comme ça, là. Genre, au début, j'étais confuse. Je me dis, attends, est-ce que ce chiffre-là, c'est pour le premier étage ou le deuxième étage? Ben, j'ai fini par comprendre, là, mais encore aujourd'hui, je dois vraiment vérifier pour dire, OK, c'est génial, là. Donc, c'est ça, là. Et je pense que c'est plus ou moins ça, mes conseils, parce que c'est pas toutes les personnes ayant des difficultés qui ont les mêmes difficultés. Tout à fait. Fait que, ça, je pense que c'est vraiment général, parce que le reste, je pense que c'est plus spécifique selon des gens. Mais est-ce que tu aurais quelque chose à dire par rapport à la charge de cours? T'sais, on vous en avait beaucoup parlé dans cet atelier-là, que de garder 7, 8, 9 cours, des fois, en arrivant au cégep, souvent les nouveaux étudiants veulent... Oui, les nouveaux étudiants, je pense que c'est vraiment trop 8 cours, là, surtout ceux qui sont en difficulté. Fait que je peut-être commence par, je sais pas moi j'avais commencé avec 5 cours. Puis là, au fur et à mesure de mon parcours, je me dis, OK, là, je vais y aller avec 6, puis je vais voir comment ça fonctionne. Puis après, je me dis, ben là, il y a un moment donné où j'ai pas le choix d'aller avec 7, à cause que pour
afin de pouvoir finir mon deck, il fallait au moins que j'ai une session avec cette cour. Donc, je pense que c'est vraiment y aller au fur et à mesure. Si tu trouves que 5 cours, c'est encore un peu, je sais pas comment l'expliquer, mais un peu difficile, ben, il faut rester avec 5 cours. Mais si jamais tu dis, peut-être que si je serais capable, ben, c'est avec 6. Si jamais ça marche pas, ben, tu retournes à 5. Donc, tu as pris le temps de t'adapter comme il faut au collégial, parce que la charge de travail n'est pas la même. Ben, écoute, ça fait le tour. Catherine, je te remercie beaucoup pour ton témoignage. Et Isabelle, on va avoir terminé. Ouais. Je me permets de reprendre la parole pour vous remercier, mesdames. C'était une présentation très intéressante et très pertinente aussi. Un petit merci bien spécial à la belle Catherine qui a accepté de venir faire ce témoignage-là, de se faire enregistrer puis de rendre ça disponible à vous tous. Donc, on la remercie, notre belle Catherine. On va passer maintenant à la période de questions. Cette période-là va être animée par Sonia. Donc, je me retire et je lui cède la parole. Alors, bonjour à tous. Comme vous avez pu peut-être remarquer, j'ai changé de Je m'excuse, Sonia, baisse ton micro, on ne t'entend pas bien. Voilà, ça va maintenant? Oui. Donc, c'est ça, comme vous avez pu remarquer, j'ai changé de décor, mais c'est seulement en raison d'une panne sur mon autre ordinateur. Donc, je vais te demander de rester avec moi, Isabelle, parce que toutes les questions entre le moment où j'ai changé d'ordinateur n'ont pas transféré. Donc, j'en avais noté plusieurs. Donc, je vais vous poser quelques questions un peu à tour de rôle. Il y a des questions plus générales et il y a des questions qui s'adressent précisément à certaines personnes. Donc, la première question s'adresse à Mme Fecteau. C'est une petite question de clarification. Dans votre présentation, vous avez mentionné qu'il y a 24 un taux d'augmentation de 24 de personnes autistes par année. Est-ce que c'est par année vraiment ou c'est 24 depuis 2000? Et l'étude de Noiseux, justement, suggère que c'est par année. Par année. Ouais. Parfait. Et est-ce que, il y avait une sous-question à ça, est-ce que vous avez des raisons qui pourraient expliquer ce taux d'augmentation-là? Ben, les raisons sont multiples. Pas nécessairement exactement définies et il y a une augmentation dans le diagnostic. Donc, la prévalence que j'ai parlé de 1 à 2 au Canada, c'est une augmentation qui est significative à chaque année. Donc, la dernière étude de prévalence datait de 2012, puis on ne parlait pas encore de 1 ou presque, c'était 1 sur 94. Donc, cette augmentation-là de prévalence va se retrouver à l'intérieur des établissements scolaires. Puis cette augmentation de prévalence-là, c'est dû au fait que, ben, comme je disais, multifactoriel. Les hypothèses à date, c'est qu'on est plus informé à identifier c'est quoi l'autisme. Les diagnostics sont plus accessibles. Puis, il y aurait effectivement une augmentation de l'autisme dans la population. Parfait. Et on a beaucoup de statistiques aussi au niveau de l'autisme chez les jeunes. Vous nous avez parlé aujourd'hui de statistiques au niveau des jeunes. Est-ce que actuellement on a aussi de l'information sur les personnes autistes adultes? De plus en plus. Mais ces informations, ça arrive au compte-gouttes. Donc, de plus en plus, les études sont financées pour savoir c'est quoi le portrait des adultes autistes, c'est quoi leurs besoins et comment on peut mieux les soutenir. Il y a différentes études financées par le Québec, entre autres, l'action concertée pour mieux connaître les besoins en termes de participation sociale qui a eu lieu dernièrement au niveau de la sexualité, donc les besoins au niveau socio-sexuel. Donc, c'est en cours, mais effectivement, il y a une grosse lacune au niveau de la littérature pour les adultes. Ouais. OK.
Donc, éventuellement, on aura bientôt peut-être quelques chiffres qui pourraient commencer à arriver éventuellement. Bien, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller visiter le site de RNE-TSA, donc Réseau national d'expertise en troubles du spectre de l'autisme. Puis dans le centre de documentation, vous allez voir beaucoup de présentations. Et puis, le moteur de recherche de ce site-là, il est fabuleux parce que vous pouvez sélectionner en fonction de les thématiques que vous souhaitez écouter. Donc, si vous allez pour thématique adulte, là, vous allez avoir plusieurs possibilités de conférences. Donc, souvent, ce que les chercheurs font, c'est qu'ils vont présenter leurs données en conférence. Donc, on est à l'oral avant de les présenter dans des articles, que ça prend beaucoup plus de temps, encore plus depuis la pandémie, là, à publier. Donc, vous allez avoir des informations plus récentes dans ce centre de documentation-là, parce que c'est toutes des conférences, des webinaires comme celui-ci. Donc, c'est le site de RNE-TSA. Oui. Parfait, c'est noté. Il y avait une question aussi qui disait, est-ce que vous avez une idée de la proportion d'adultes ou d'adolescents qui ont des comportements d'autostimulation versus ceux qui n'en auraient pas? Est-ce que c'est majoritairement est-ce qu'ils ont majoritairement ce type de comportement-là ou... Je ne peux m'avancer parce que ce n'est pas mon champ d'expertise. Il doit certainement avoir des études qui font un portrait des comportements stéréotypés. Mais j'anticipe que les études vont souvent porter auprès des enfants parce que c'est souvent chez les enfants qu'on peut observer ces comportements-là. Les adultes vont avoir tendance à utiliser d'autres stratégies, mais comme je mentionnais, en situation de stress, c'est la stratégie par défaut qu'ils pourraient utiliser. Mais je n'ai pas de savoir quel pourcentage des adultes autistes utilisent ces comportements-là ou ont ces comportements-là de manière spontanée. Pour ma part, je ne le sais pas, ce n'est pas mon domaine d'expertise. Parfait. Alors, pour ne pas monopoliser Mme Fecteau, puis que tout le monde ait des questions, je vais faire des petits blocs comme ça. Donc, je vais passer à ma prochaine question. La prochaine question serait pour Émilie. Madame Robert, en fait, vous avez, avec ma carrière en images, je me souviens là, d'une image justement où vous aviez la personne qui avait des choix professionnels et vous évaluez les comportements. Est-ce que, pas les compétences, est-ce que connaissant les personnes TSA parfois où ils ont un peu de difficulté à identifier justement leurs forces, qu'ils ont un peu moins accès à tout le côté émotif, est-ce qu'ils sont en mesure de bien faire cette évaluation-là et de dire non, je n'ai peut-être pas la compétence pour faire ce type de tâche-là ou cette profession? Bien, en fait, je pense que je vais répondre cordonnier bien chaussé, puis je vais répondre avec des images parce que la question est très futée parce que c'est très difficile pour les personnes autistes. Donc, je partage mon écran avec une des affiches. Il y a une affiche spécifiquement sur ce sujet-là. Je vais retourner peut-être au menu principal. Et j'accompagne. Donc, tu sais, dans un premier temps, je présente à l'étudiant quelles sont les différentes composantes de la connaissance de soi. Puis ensuite de ça, pour particulièrement les compétences, j'ai conçu une affiche spécifiquement pour ça. Juste peut-être me dire, Sonia, si tu vois bel et bien le partage d'écran que je fais en ce moment. Oui. Parfait. Donc, c'est particulièrement difficile pour les personnes autistes. Donc, l'image la saisie d'écran que je vous ai présentée dans la PowerPoint, c'est comme le recto de l'affiche. L'affiche physique, là, ça serait le recto que vous voyez et au verso, je vais vous montrer à l'instant. Et je l'accompagne. Et parfois, ça peut prendre plusieurs rencontres. Donc, c'est sûr que bien que les stratégies visuelles accélèrent un peu le processus ou encadrent mieux un processus, ça reste que ça prend beaucoup d'étapes pour que la personne autiste puisse, avec du concret, combien d'étudiants, c'est avec du concret que j'ai pu les aider à se percevoir et se verbaliser en abstraction. Ouais, parce que dans le fond, dire je suis bon là-dedans, ce sont des abstractions d'une perception qu'on a de nous. Donc, le jeune autiste peut se sentir compétent et incompétent dans d'autres choses, mais c'est de nous communiquer ça, de formuler ça comme dans une synthèse qui est plus difficile. Donc, la fiche que vous voyez là, j'accompagne l'étudiant en lui disant
pour mieux comprendre tes compétences, pose des questions à ton entourage, tes parents, tes amis, tes professeurs. Combien de fois je dis ça aux étudiants? Tu demandais à ton professeur, que ce soit en art visuel, en informatique, j'ai beaucoup d'étudiants en intégration multimédia. J'étais tout sourire quand j'entendais Catherine parce que je pense tellement à mes étudiants en intégration multimédia dans notre collège. Donc, pose des questions sur tes professeurs, le projet que tu as fait, ils en pensaient quoi? C'était quoi tes bons coups? C'était quoi tes moins bons coups? Arrête-moi, Sonia, si je prends trop de temps. Mais je leur demande je fais rarement ça avec des étudiants non autistes, mais avec des étudiants autistes, je prends leur bulletin, carrément leur bulletin, secondaire ou de collégial, plus collégial, et on regarde chaque résultat scolaire. C'est du concret. Il y a un étudiant que je rencontrais qui était en sciences de la nature et qui était malheureux en sciences de la nature. Mais son idée était faite, j'étudie en sciences, mais finalement, ça lui convenait pas. Mais pendant tellement d'années, il s'était vu étudier en sciences de la nature et possiblement étudier en biologie à l'université que pour lui, de quitter ce plan-là était tellement déroutant, tellement anxiogène. C'est comme s'il voulait quitter les sciences de la nature, mais il ne voulait pas parce que le prix à payer d'anxiété était aussi grand que la souffrance d'être en sciences nature. C'est avec son bulletin, en regardant chacun des résultats scolaires, où il avait obtenu, j'invente des chiffres, là, mais admettons qu'il y avait du 62 en physique, 63 en chimie, 92 en français, 98 en philo, 95 en anglais. Et là, c'est avec ces chiffres-là qu'il a vu, oh mon Dieu, mais je suis bien plus compétent. Tu sais, es-tu d'accord que dans les cours, il y a beaucoup d'écriture et de lecture, des excellentes notes, des excellentes quotas. Donc, c'est avec ces étapes-là, je leur explique aussi le sentiment de bien-être quand je fais une activité. Pour un étudiant non autiste, on n'aura même pas à lui expliquer ça. Ça va de soi. Oh oui, madame, moi, là, quand je fais tel sport, là, puis je me sens bon, ben, je me sens bien. Avec l'étudiant autiste, je vais lui décrire les sensations physiologiques, un montée d'énergie. Tu sens que tu es concentré. Le temps passe vite quand tu fais cette activité-là. Tu sens que tes épaules, là, il y a comme un poids qui est enlevé. Je décris toutes ces sensations-là physiologiques pour qu'ils puissent mieux les associer par la suite à un sentiment de compétence, un sentiment de bien-être. Je leur parle aussi de vivre des expériences nouvelles. Combien d'étudiants autistes on a qui ont arrivé au cégep peu d'expériences autres que l'école, la classe, le cadre académique, pour toutes de bonnes raisons. Mais au collégial, moi, je les incite à participer à des comités étudiants, des clubs étudiants. Bon, là, mon design, il a été conçu pré-COVID, là, parce que c'est sûr que ça va prendre du temps avant que les étudiants partent en voyage. Mais bon, j'espère que ma trousse va avoir une plus grande longévité que la COVID. Mais bon, c'est pour illustrer de vivre de nouvelles expériences, certes peut-être anxiogènes sur le coup, peut-être avec un accompagnement. Certains étudiants, je les accompagne à s'inscrire à des clubs étudiants, mais vivre des activités. Donc, la réponse, Sonia, c'est oui, c'est très difficile et oui, il y a tout un accompagnement pour les aider à voir plus clair dans leurs compétences. Puis, bon, j'ai interpellé Émilie sur le sujet parce que la question a été posée pendant sa présentation, mais j'invite aussi tous les autres panélistes à répondre ou à ajouter là, au besoin à chacune des questions. Là, vous êtes invités aussi à vous exprimer sur ces points-là. Il y a une question qui est un peu plus spécifique, Émilie. Est-ce que puis il y a eu beaucoup de beaux commentaires là, sur ton outil tout au long. Merci. Il y a des gens qui ont dit oui, on utilise beaucoup, nous aussi, les éducateurs spécialisés, des images. Oui, c'est vrai, ça fonctionne. Mais il y a des gens qui ont demandé, est-ce que ton outil est traduit en anglais? Oh, excellente question. Non, la réponse est non, il n'est pas traduit. Mais moi, je vais communiquer avec Septembre qui aurait un intérêt. Puis, j'en parle à mon éditeur, mais présentement, non. Parfait. Et pour ceux qui ont posé la question où se procurer l'outil, je sais que Karine a déjà répondu dans le chat cet aspect-là. Donc, commande en ligne sur le site Septembre. Oui. Et est-ce qu'il y a une démo disponible pour l'essayer? Ça, c'était aussi une question. Il n'y a pas de démo, mais peut-être Karine, puis pendant que, dès que j'ai terminé de répondre, je peux envoyer à Karine ou je peux mettre dans le chat. Il n'y a pas de démo, mais il y a une vidéo. Donc, il y a une vidéo qu'on trouve sur YouTube. C'est moi qui ai filmé, qui explique à qui s'adresse la trousse. Parce que, bien entendu, la trousse s'adresse vraiment à des intervenants. Donc, c'est pas quelque chose qui peut être pertinent pour la personne autiste elle-même. Donc, c'est vraiment un soutien visuel à la parole d'un intervenant.
Donc, j'explique à qui s'adresse la trousse. Il y a des saisies d'écran, il y a des images. Donc, Karine pourra divulguer le lien YouTube de cette vidéo-là. Et est-ce que, Émilie, tu as fait une recherche plus empirique là, au niveau de l'utilisation d'images, les résultats dans ta démarche d'orientation avec un étudiant versus un étudiant avec lequel tu n'utiliserais pas un outil comme ça? Est-ce que tu as tes données ou c'est plus niveau intuitif, là, puis tu as un sentiment de... Ouais. J'ai pas de données, donc j'étais tellement rassurée quand on s'est parlé un petit peu avant le panel que Mme Fecteau, qui elle fait de la recherche, semblait dire que mon propos était corrélé là, avec ce qui se retrouve dans la recherche parce que non, je travaille à tous les jours en intervention, donc j'ai pas fait de recherche. Et moi, ce que j'aurais tendance à dire, ce type d'outil-là, étant donné que ce n'est pas un test standardisé, ce n'est pas un test psychométrique, c'est vraiment, c'est visuel en soutien à la parole. Je pense qu'on ne peut porter aucun préjudice à l'utiliser avec quiconque. Et ça a été publié en septembre, donc je peux compter sur une main ou deux les jours une main, les jours où j'ai été en présentiel dans mon bureau depuis le mois de septembre. Donc, j'utilise mes affiches numériques avec tout juste hier, j'étais en orientation, une rencontre d'orientation avec un jeune dyslexique. Donc, pour lequel une démarche d'orientation ne devrait pas tant être différente d'un étudiant n'ayant pas de besoin particulier. J'ai utilisé ma carrière en images pour lui montrer qu'est-ce qu'on allait faire ensemble, la connaissance de soi. Puis vraiment, il dit « Wow, OK, là, c'est clair, ben oui, ça va m'aider. » Donc, moi, j'oserais dire qu'on peut l'utiliser avec n'importe quel client. Il n'y a pas de proscription. Mais je serais intéressée à avoir plus de données sur la clientèle autiste et à quel point ça l'aide vraiment, à quel point ces stratégies-là devraient être encore plus étayées, développées. Alors, ça serait ma réponse. Merci. Isabelle, je vais te demander de prendre le relais pour les questions que j'ai perdues, particulièrement. Il y a peut-être aussi quelques questions pour Émilie, mais beaucoup des questions pour la prochaine présentation. Alors, ton micro est fermé, par contre. J'étais sûre que j'avais appuyé dessus, je m'excuse. Ben, effectivement, il y a vraiment beaucoup de réponses, de questions. On va peut-être y aller avec des questions pour nos collègues de Karine et Marie-Pierre. On a une question concernant le dépliant. Est-ce qu'il est remis à l'ensemble des admis ou bien seulement ceux qui ont été ciblés pour l'inscription au service adapté? En fait, la partie de l'aide mémoire est remise à tout le monde. Par contre, l'ensemble des admis du cégep, non. Mais l'ensemble des admis au service adapté, trouble du spectre de l'autisme ou pas, la partie aptitude à développer est aussi remise aux autres étudiants. OK, parfait. Il y a beaucoup de questions concernant le nombre d'étudiants que vous aviez pour les différentes cohortes. Là. Il y a eu des questions similaires là, qui se ressemblent. Oui. Est-ce que vous êtes capable de nous dire à peu près? À peu près. Pourquoi on a enlevé la portion hiver? C'est justement parce que vraiment, on s'est ramassé avec 2 ou 3 étudiants seulement. Là. Fait que ça ne fonctionnait pas. Sinon, ça variait entre 10 et 15 à l'automne, étudiants environ qui se présentaient. Mais il faut savoir qu'il y a souvent des nouveaux étudiants qui vont faire les démarches pour rencontrer leur conseillère alors que l'atelier est déjà passé. C'est ce qui arrive. Excellent. Une autre question pour vous, mesdames. Lors de rencontres avec des étudiants de secondaire 5, j'observe souvent un décalage entre leur propre perception de la charge de travail qu'ils sont en mesure de gérer versus la réalité, avec pour résultat que les étudiants se découragent souvent lors de leur première session. Je me demande comment bien faire la prévention sur le sujet tout en faisant attention à l'estime personnelle de l'étudiant. Je peux y aller, si tu veux, Karine. Dans le fond, ça, c'est un projet aussi qui est en cours, justement, l'aspect préparatoire, le sous-comité auquel je participe, tout l'aspect sensibilisation avec les commissions scolaires là, des Patriotes et Marie-Victorin, donc plus de notre côté en Montérégie, et aussi d'autres partenaires, dont aussi le CLSC. Comment on peut travailler en amont pour justement bien préparer ces jeunes-là et préparer aussi les parents.
parce qu'il y a des fois aussi cette composante-là, on veut suivre un parcours dédié, rentrer dans le moule, qui n'est pas nécessairement la bonne chose à faire et gérer un peu les attentes autant du parent que du jeune. Fait que dans le fond, ça revient beaucoup à ça. C'est quoi tes attentes? Valider les perceptions. C'est quoi la compréhension du programme? Fait que c'est beaucoup de travailler en amont pour vraiment bien orienter là, la personne TSA dans ses choix. Fait que il y a comme je pense que c'est vraiment tout ça réside dans c'est quoi la compréhension du programme, qu'est-ce que tu penses que ça fait, donc de pousser un petit peu plus tes recherches, de poser des questions, de se prendre plus à l'avance. Ça va être aidant. Puis c'est sûr qu'on essaye là, avec des projets pilotes là, d'aller travailler ce besoin-là au niveau du secondaire. Il y a dans le coin voyons, l'école de Mortagne à Boucherville où est-ce qu'on fait des espèces de soirées d'information pour justement les parents et les étudiants qui sont en classe adaptée. Puis, il y a justement la transition vers le post-secondaire. Donc, on essaye là, des nouveautés justement pour mieux préparer ces étudiants-là. Excellent, merci beaucoup. Peut-être deux dernières questions, une dernière question ou deux là, pour vous, puis après ça, j'ai des questions qui pourraient peut-être toucher l'ensemble des panélistes. Tout d'abord, il y a beaucoup de gens qui ont demandé d'une façon ou d'une autre l'accessibilité à votre trousse, au beau travail que vous avez fait. Oui, il va y avoir votre présentation qui va être déposée sur le site du CAPRES, mais est-ce qu'il y a un partage des outils en soi qui est prévu d'une quelconque façon? L'ensemble des documents, dans le fond, qu'on a utilisés, dans le fond, il y a le dépliant qui va être disponible. La présentation, oui, d'aujourd'hui, la présentation que l'on fait avec les étudiants. C'est sûr que c'est en PDF, donc il n'y a pas l'ensemble des commentaires avec l'animation, le type d'animation que nous, on se met, mais il y a aussi d'autres outils là, qui vont tout être rendus disponibles sur la plateforme. Là. Je pense que c'est en tout presque 10 documents là, qui vont être disponibles. Il faut savoir aussi, il faut que chaque cégep adapte, oui, parce que c'est pas toutes les mêmes informations partout, mais de partir de ça, puis je pense que c'est quelque chose qui est, en tout cas, qui a été positif là, par chez nous. Parfait, merci. Une petite question intéressante ici. Comment convaincre de modifier des stratégies d'apprentissage ou d'études néfastes pour la santé alors que la performance est au rendez-vous? L'étudiant est convaincu de faire la bonne chose alors qu'il passe beaucoup d'heures à travailler, se coupe socialement, reste dans sa bulle, mais est convaincu de bien faire. Vous avez quelques idées à ce sujet? Je rencontre ça là, dans ma pratique en suivi individuel. C'est pas toujours facile. Puis là encore, ça revient à une question d'attente autant de la personne que du milieu familial. Des fois, il faut qu'ils expérimentent, qu'ils déterminent, qu'ils vivent. Elle est où la limite pour ce que nos interventions fassent sens pour eux. C'est-à-dire, j'ai pas pris ça n'importe où. On fait des liens, on essaie de leur donner le plus d'informations possible, que ce soit dans n'importe quel domaine, mais on dirait que tant aussi longtemps que c'est pas vraiment concret, qu'ils l'ont pas vécu, qu'ils sont pas allés jusqu'au bout, des fois, ça peut être long avant qu'on réussisse à travailler ça. Je ne sais pas si tu peux bonifier, Karine. Oui, moi, de mon côté, ce que j'observe beaucoup, c'est que les étudiants vont arriver avec des techniques d'études qui ont depuis des années, qui ne fonctionnent absolument pas, mais comme ils sont toujours plus confortables dans les choses qui ne changent pas, ils ne veulent pas changer, ils sont très fermés. Alors, c'est vraiment, moi, c'est de rencontre en rencontre, comme je rencontre les étudiants à chaque semaine, c'est de créer un petit lien, semer un petit doute. À un moment donné, est-ce que ça te tente qu'on regarde ensemble? Qu'est-ce que j'ai des propositions pour toi? On ne va pas tout changer. Est-ce que tu me permets qu'on ajoute juste ce petit grain-là, puis voir ce que ça donne? Et ça finit par donner des résultats, mais il faut s'attendre à ce que ça soit du long terme. On sème beaucoup de graines. Oui, oui. Ça fait son petit bout de chemin. Oui. Puis de beaucoup aussi les ramener à... moi, je te propose des choses pour toi. Puis de ne pas me dire oui pour me faire plaisir. Mais puis on va l'adapter. Moi, je te présente quelque chose, puis ensemble, on va l'adapter à toi pour que
tu aies le goût de l'utiliser puis de l'essayer. Puis des fois, on se donne comme un petit délai. OK, on l'essaye 2 semaines puis on s'en reparle. Tu sais. Puis c'est ça, une petite étape à la fois, puis ça fait son petit bout de chemin. Merci beaucoup. J'aimerais peut-être entendre Stéphanie ou Émilie sur ce sujet-là aussi, si vous avez des ajouts que vous pourriez faire avec vos expériences, naturellement. Donc, sur le sujet de stratégie d'études, Enfin, peut-être, ouais, comment accompagner un étudiant qui peut-être persévère dans des stratégies d'études qui sont peut-être pas les meilleures pour lui à ce moment-ci. Comment l'accompagner dans ce changement-là ou se réajuster? Bien, en fait, moi, je reviens à... C'est plus le travail de mes collègues conseillers en services adaptés. Je reviens à du concret. Hein? Puis, c'est très bien dit ce que Karine disait, que dans le fond, pour beaucoup de personnes autistes, le connu, le répéter depuis longtemps est tellement sécurisant qu'il faut accompagner la personne à voir le gain qu'elle va avoir, parce que ça peut être perçu comme une menace. Tu sais, dans le fond, je suis confortable dans ma routine. Oui, j'ai des moins bons résultats scolaires, mais mes moins bons résultats scolaires ne me font pas autant souffrir que la perspective de perdre mon cadre, perdre mes repères. Dans le fond, avec du concret, je reviens avec du concret à montrer à l'étudiant, bon, ben, gars, on va aller dans ton portfolio. Nous, on est sur Colnet, mais la plupart de la planète collégiale est sur Omnivox. On va dans ton Omnivox, regarder tes résultats scolaires, mais gars, tu vois tes activités ici. Donc, y aller vraiment avec du concret. Et ensuite de ça, de vraiment tout décrire. Je pense à un étudiant là, qui fait un retour aux études, c'est un ancien de chez nous, de 2010, qui fait un retour aux études en intégration multimédia. Et l'enseignement en ligne, là, il était en perte de repères complète parce que lui, il est revenu en 2020 avec ses stratégies de 2010. Mais le monde a changé. Donc, il était tout perdu et les enseignants m'ont interpellée parce qu'on voit qu'il comprend. On voit qu'il y a un bon potentiel, il comprend la matière, mais c'est son organisation. On parlait d'agenda, c'est son organisation qui n'est pas adéquate, il n'y arrive pas. Donc, c'est vraiment de tout verbaliser. On lui a fait un horaire fabriqué de nowhere parce que c'est pas grave. Donc, on a inventé un horaire présentiel au collège. Tu vas aller à tel local avec ton masque, tu vas t'installer à tel ordinateur de telle heure à telle heure. Donc, l'encadrer. Donc, donner un cadre. Fait que je pense que le mieux, là, c'est vraiment de faire ressortir le concret. Là. Intéressant, merci. Peut-être Stéphanie, si... est-ce qu'il y avait Karine, tu voulais rajouter quelque chose? Non, ça? Non, excuse, j'avais l'impression que tu avais embarqué. Stéphanie, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait être un complément? Bien, je conclurais peut-être en résumant ce que mes collègues proposent, c'est d'agir sur les ingrédients d'un stresseur, donc que ça soit prévisible, que la nouveauté de le diminuer, d'avoir un sentiment de contrôle sur la situation. Donc, chacun des outils qu'ils présentent correspond exactement à des stratégies d'intervention pour prévenir une situation de stress. Donc, je peux juste lever mon chapeau à la qualité de travail qu'elles font, puis c'est remarquable. Donc, je suis bien contente de voir que la théorie s'enligne très bien avec la pratique qui est déjà faite. Je vous remercie. Excellent. Avant, Karine, de faire le mot de la fin, Karine Vieux-Fort, avant de faire le mot de la fin, peut-être juste mentionner, il y a eu un commentaire qui nous a été partagé concernant la manière avec laquelle on peut parler des personnes autistes qui, plus souvent qu'autrement, peut-être amener une connotation péjorative en utilisant certains termes. Donc, on nous mentionne que ça peut être stigmatisant. Donc, merci à cette personne de nous avoir souligné cela pour le bénéfice de tous. Karine, je te laisserai avec le mot de la fin. Oui, merci beaucoup Isabelle. Je vais prendre une petite minute pour conclure. Après 2 heures de webinaire fort intéressant. Donc, au nom du CAPRES, CCSI de l'Ouest, je remercie les panélistes Stéphanie Fecteau, Émilie Robert, Karine Lalonde et Marie-Pierre Saint-Jacques pour leur présentation et réponse aux questions. Je remercie aussi Catherine Desjardins pour son témoignage. Et enfin, je remercie tous les participantes et participants qui ont assisté à l'événement. On a été 262 au maximum pour ce webinaire. Alors, je tiens à dire que c'est un franc succès. La thématique,
certainement d'actualité et mérite encore qu'on y porte une attention particulière. Alors, je vous remercie d'avoir été avec nous et je vous avise que vous recevrez sous peu, les participants, un questionnaire d'évaluation du webinaire. Je vous remercie de prendre quelques minutes pour le remplir. C'est très court, mais ça nous aide à nous orienter et ajuster nos activités pour la suite. Et je vous mentionne de nouveau que le webinaire a été enregistré. L'enregistrement sera rendu disponible, tout comme les documents de présentation et toutes les ressources complémentaires qui ont été proposées, discutées durant le webinaire de ce matin. Donc, tout ça sera rendu disponible sur le site du CAPRES et en temps venu, vous recevrez un courriel pour vous en aviser. Alors, pour connaître les prochaines activités du CAPRES, je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux, à consulter notre site web ou à vous inscrire à notre infolette. Alors, je vous remercie encore une fois pour votre présence ce matin et je vous dis à bientôt. Merci.